Bon, écoute, Nico, ça me fait plaisir de te recevoir parce qu'on a un ami en commun qui m'a souvent parlé de toi. Et puis, bien sûr, j'ai entendu parler de toi aussi sur les réseaux sociaux. Yuri, mon coach de lutte pendant plus de 10 ans. Et je sais que vous avez partagé une belle expérience ensemble aussi au championnat du monde amateur de MMA. Et donc, ça fait un bout de temps que j'en parlais même avec Yuri, dire tiens, il faut que je le contacte et puis que je lui propose un jour de faire un podcast. Donc, ça y est, ça arrive enfin. Écoute, merci. C'est un plaisir partagé d'être reçu dans ton podcast. Moi aussi, je te connais depuis longtemps. Je suis ce que tu fais depuis longtemps. Et c'est même drôle parce que Antoine Fonbonne, avec qui j'ai Mm. déjà fait plusieurs vidéos, quelques podcasts, etc., finalement, je l'ai connu au travers de ton podcast. Je l'ai Ah découvert un ouais, jour au travers de ton podcast. Parce qu'à un moment, je me souviens qu'à un moment, tu carburais pas mal sur le podcast, il y a oui, 2-3 ans peut-être. ouais, Et je crois qu'à un moment, tu as diminué. ouais. C'est ça? J'ai Ouais. eu du mal à suivre, ouais. J'ai eu du mal à suivre. Les changements aussi dans ma vie, tout ça ont fait que c'était compliqué parce que je partais que sur des podcasts longs, c'est ce qu'on était en train de se dire Mmh, juste avant de mmh. commencer. Et donc, c'était de plus en plus difficile quand j'ai eu ma première fille qui va avoir 4 ans, tu vois, donc ça coïncide à peu près avec ce que tu dis. Ça commençait à être un peu plus compliqué de placer des blogs de 2-3 heures comme ça. Souvent, ça durait même plus parce qu'on parlait avant, on parlait après, donc ça va vite à prendre, ouais, facile 4 heures. Donc, ouais, j'ai eu un peu un passage à vide, mais je fais un bon comeback sur les podcasts là parce que moi, c'est un format que j'adore. J'apprends plein de choses, les gens ils apprécient et puis c'est sympa de discuter avec des gens avec qui on pourrait pas toujours discuter. C'est un truc, je trouve que Joe Rogan il disait, tu vois, que j'adore, c'est dans nos sociétés actuelles, quand est-ce qu'on se pose pour parler 2 heures avec quelqu'un, tu vois? Mmh. Ça arrive plus en fait, Ouais. tu vois? Ça s'est perdu et ça s'est perdu le fait de se poser juste pour discuter, mais sans finalement sans qu'il y ait d'autres finalités que juste se poser. Et ça C'est s'est ça. perdu, moi je trouve surtout, dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire que Ouais, tu vas au Maroc et tu as encore, entre guillemets, «le café du coin» qui fait office café, thé, qui fait office d'endroit où les gens se réunissent pour discuter au final, pour échanger. ouais, c'est Et vrai, c'est vrai. dans cette course effrénée au temps où tu entends tout le temps, «J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis pressé» et à un moment tu dis: «Mais tu es pressé pour faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire de Ouais. plus une fois que tu es arrivé chez toi, quoi?» Mais oui. Et puis surtout, parfois, même si tu parles avec quelqu'un, il y a quand même toujours le téléphone, tu as les petites notifs, tu as plein de gens qui discutent, et moi je le fais aussi, puis qui en même temps, ils ont un œil sur le téléphone ou ils écoutent, mais en regardant un truc. Mmh. Là, le podcast, tu es focus sur ta conversation, tu pas de distraction, tu te fais pas interrompre théoriquement, et donc, ouais, c'est un moment privilégié que je trouve cool, quoi. Est-ce que le covid a pas aidé? Parce que toi, par exemple, ton podcast, c'était un podcast qui était en présentiel. Ouais. Et le fait du Covid, tu as été obligé de t'adapter. On parlait, hors caméra Mm. juste avant de la technologie, du micro, Ouais. de qualité, d'une vidéo de qualité et cetera et finalement, il y a eu un bond en avant sur les podcasts en ligne, pas sur les podcasts présentiels, c'était déjà de la bonne qualité, mais sur les podcasts en Ouais. ligne, il y a eu un bond en avant et aujourd'hui, toi, je sais même pas où tu es, Greg, je sais que tu as Je suis à quitté Bordeaux. Paris. Je suis à Bordeaux maintenant, Voilà, ouais. je sais que tu as quitté Paris, donc tu es à Bordeaux. Moi, je suis à Paris et puis Ouais. on a cette discussion pendant 2 heures et on va pouvoir la partager avec, tous ceux qui veulent l'écouter. C'est ça. Ben, c'est vrai qu'avant, comme mon modèle, c'était vraiment Joe Rogan, c'était mon podcast, et aujourd'hui encore, c'est quand même dans mes podcasts favoris. Et donc lui, il fait que du présentiel, et j'aimais bien ce côté rencontre physique, tu vois. Il y a quand même un truc en plus, je trouve, quand on se rencontre physiquement, mais ça te limite aussi sur les invités. Et c'est toujours un peu plus compliqué à placer parce qu'il y a le déplacement, machin, Mmh. tout ça. Donc c'est vrai que par la force des choses, pendant le Covid, j'ai voulu faire quelques podcasts, donc j'ai dû passer sur du en ligne. Et puis maintenant que j'ai déménagé, la question elle se pose même plus. Pour moi, c'est facile, et ça me permet de plus me dire bah tiens, est-ce qu'il est dans ma région ou pas, où est-ce qu'il va passer ou tout. Hop, ouais, il y a une liberté totale, même si c'est des gens qui sont à l'étranger et tout. Donc je trouve ça vraiment cool, et la qualité, je trouve, de la conversation est pas moindre. Donc tout le monde est content, quoi. Ouais, c'est super. C'est un Et tu super vois, tu concept. parlais d'Antoine Fonbonne, c'est marrant parce que initialement, c'est lui qui m'avait contacté, et j'ai toujours aucun souvenir, mais s'ils le disent, du coup, c'est que c'était vrai. C'est qu'il était venu faire du MMA dans mon club. Mmh mh.
tu vois. Mais je sais plus, il y a longtemps, je sais pas si c'était même peut-être avec Cyril Rousseau, j'en sais rien, ou il y a hyper longtemps. Et un jour, il m'a envoyé un message par Facebook et tout. On a repris contact comme ça. Et moi, j'avais déjà commencé à regarder ce qu'il faisait sur YouTube. Et bah voilà, c'est comme ça qu'on est parti sur un podcast. Mais ouais, il est cool. Il a une approche sympa. C'est un bon pratiquant, je trouve. Donc ouais, c'est bien que vous soyez rentrés en contact. Il a une vraie, moi ce que j'ai appris, alors je l'ai découvert sur ton podcast. J'ai trouvé ça super sympa. Ensuite, j'ai regardé ses vidéos sur YouTube. À l'époque, c'était très fitness, défis, et cetera. J'ai pas kiffé de ouf. Ouais, Et un jour, lui, il s'entraînait dans la salle d'un combattant, Mehdi Ben Lagdar, au ouais, Garage Club. Et puis, je sais pas, ils sont rentrés en contact. Lui, il est venu me parler sur le cardio fréquence mètre, puis on a échangé. Et puis de là, on s'est rencontrés plusieurs fois autour de thématiques pour filmer des choses. Et en fait, on a vraiment sympathisé et on est devenus potes, quoi. Mais, ouais. mais J'avais vu la vidéo. Je crois que c'est avec lui que tu avais fait une vidéo au MMA Factory au sac, ouais, non? Avec ouais. le fractionné et tout, Ouais, là. avec Ouais, Nassour. ouais, Et c'est marrant parce que les vidéos avec Antoine, ça a toujours été très spontané. Donc, c'est-à-dire que là, la vidéo avec Nassour, c'est Antoine qui me contacte, qui me dit j'aimerais bien qu'on fasse une vidéo. Je dis ah ouais, quand et tout. Il me dit bah samedi, j'ai le mec qui vient filmer. Il avait ce mec-là qui filmait avant, qui faisait des super trucs et tout. Et il dit il y a ce mec-là qui vient filmer, il est là samedi. Bah, je dis moi, samedi, je fais le fractionné sac de Nassour. Il me dit ah ouais mais bah, je lui dis il va pas c'est pas toi contre Nassour, c'est toi contre ouais, le sac et Nassour contre le sac. Je lui dis moi je fais ça samedi, rejoins-moi et puis on va faire. Et en fait à chaque fois qu'on a fait une vidéo avec Antoine, ça s'est joué à un ou deux jours. Il me contacte, je lui dis écoute moi demain je fais ça. Et en fait je l'ai entre guillemets ramené à chaque fois dans ma réalité. Et on a eu ouais. ce petit souci sur la dernière fois que ça s'est fait. Où je sais pas si tu as vu la vidéo, il est venu au Mamoudi Gym. En J'ai pas fait, vu celle-ci. Ah si, c'est là où il s'est blessé, là. exactement. En fait, Ah oui, il oui, me prévient, genou. pareil, un ou 2 jours, avant. Je lui dis: «Écoute, moi, demain, je donne cours, passe à la salle» et puis, j'avais vu qu'il avait fait de la boxe thaï et cetera et cetera et puis, il passe à la salle. Moi, j'ai des gars qui préparent des combats donc c'est vrai que au lieu que ce soit un environnement vraiment où je peux diriger son sparring à lui et le préserver et cetera, bah, j'ai un œil sur lui, mais j'ai aussi un œil sur les mecs qui combattent et qui ont des échéances, importantes et puis, à un moment, je maîtrise pas tout le process. Je le fais tourner avec un mec qui est moins bon, mais dans l'intention de le mettre en valeur. Et en fait, tu connais cette erreur. Je le fais Ouais, tourner avec un mec qui est moins bon, mais du coup qui est beaucoup plus brusque, qui il maîtrise maîtrise moins moins ce qu'il fait, ouais. et qui blesse Antoine du coup sur le truc. Et donc après, on a refait un podcast pour débriefer et dire voilà, voilà moi notamment pour dire voilà les erreurs que j'ai fait dans ce cours que j'aurais pas dû faire. Et Ouais, voilà, si c'était à refaire, comment je l'aurais fait? Je l'aurais fait en one-on-one dans un truc bien programmé, bien encadré, où je peux surveiller chacune de tes interventions et pas dans un ouais. cours commun avec des pros. Et moi, en fait, j'avais surestimé son niveau de pratique Mmh. du fractionné sac qu'il avait fait avec Nassour, parce que fractionné sac, il m'avait super impressionné. Il y a une super condition physique et tout. J'avais vu qu'il avait été en Thaïlande, tout ça, donc je me suis dit, ok, on a un mec qui est amateur, mais vraiment confirmé. Et puis en fait, bah non, il y a une différence entre taper au sac et taper aux pattes d'ours, et puis Oui. avoir un adversaire voilà. Bah, surtout que ça fait partie des personnes qui ont, je pense, cette qualité d'avoir, rapidement une belle gestuelle, tu vois? Ouais. Tu sais, je pense que tu as dû le voir en tant que coach, tu as des gens qui, même débutants très rapidement, tu sais, les lignes sont belles, enfin, Mm, mm. voilà, les gestes sont assez propres rapidement et tout. Il y a des gens, tu sais, qui ont une manière de se déplacer, c'est Les, presque esthétique, tu vois? les danseurs. Moi, Ouais, voilà. tous les danseurs que j'ai eu, danseurs Mmh, pros qui venaient, c'était incroyable, quoi. Au bout de un cours, tu sais comment on fait, quoi. Quand tu prends un mec aux pattes mmh, d'ours, tu t'essayes un truc, 2 trucs, 3 trucs, tu montes le niveau de difficulté, 4 trucs et le mec, le danseur, tu dis: «Mais c'est ouf, quoi». Il ouais, retient tout et il est capable de faire cet enchaînement sur d'autres personnes. Ça fait 6 mois qu'on travaille pour arriver à ce résultat-là et le ouais. danseur, il a tellement appris de mouvements pendant toute sa vie que tu lui dis Mais ça oui. plus ça, OK, il mélange 2 mouvements, hop, ça fait un direct comme ça. Ouais, mais tu vois, j'ai une anecdote rigolote. Je pense que les gens, je crois même pas que je sais plus si j'avais partagé cette vidéo. Une fois, pendant longtemps, j'avais un élève particulier, un peu une star de la coiffure, qui fait des shows dans le monde entier et tout ça. Et il y a le salon de la coiffure à la Porte de Versailles tous les ans. Et il fait un gros spectacle. Il fait une coupe au katana, tout ça. Et là, il prenait des cours de Wing Chun avec moi. Il m'avait dit, vas-y, on fait un truc tous les deux. Et on commence avec une scène de kung-fu ensemble et tout. Et il y avait des danseurs aussi.
tu vois. Et il y a des danseurs qui me disaient, bah tiens, on voudrait faire des trucs, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et il y a un mouvement, tu vois, que dans le Wing Chun, tu as des sortes de grands couteaux comme ça, c'est qu'on appelle les couteaux papillons. Tu as un mouvement qu'on dit papillon qui est assez compliqué, tu vois, à faire. Les gens, ils galèrent à faire ça. Je l'ai montré, je leur dis, bah, il y a un truc, mais c'est un peu compliqué, tu vois, et tout. J'ai montré à des danseurs, ils ont pris des bâtons, Ouais. et en 5 minutes, ils y arrivaient. J'étais là, ah ouais. Je fais putain, ok. Là, la coordination, les gens, je pense qu'ils sous-estiment l'importance du travail de la coordination, Mm. tu vois, dans le sport d'une manière générale, mais dans les sports de combat. C'est-à-dire que tu dis, ouais, c'est important d'avoir une belle technique et tout, mais en fait, pour moi, la technique, c'est un moyen aussi de travailler ta coordination, tu vois. Et de faire parfois des choses compliquées techniquement qui peuvent parfois sortir du cadre du réalisme ou de l'efficacité, ça va avoir un intérêt parce que ça va augmenter ta coordination et ça va donner des facilités à réagir, à apprendre plus vite et tout ça, quoi. Moi, je travaille beaucoup sur du. Tu le sais, quand tu maîtrises des mouvements, parfois tu oublies en fait c'est quoi la base de ce mouvement. Donc Mm. nous, par exemple, hier sur le cours de MMA, on travaillait un passage dans le dos de lutte. Donc le mec il est en quadrupédie et puis tu fais le passage dans le dos. Et puis je Ouais. montre à tout le monde le passage dans le dos. Et je dis voilà, vous arrivez en tortue comme ça. Et puis je regarde le groupe et je comprends vite qu'en fait non, le passage dans le dos il est pas si simple. Donc je dis ok, quelles sont les étapes qui me permettent d'arriver dans le dos. Donc il faut ouvrir le pied ici. Quand j'ouvre le pied, il faut mettre le genou au sol. Quand je mets le genou au sol, je peux tirer. Et après bah, ce qu'on fait beaucoup, c'est que tu regardes tout le groupe et tu dis, OK, quel est le point, la difficulté commune qu'a tout le groupe pour réussir ce mouvement? Est-ce que tout le monde a réussi ou est-ce que finalement, il y a un truc qui n'a pas été assimilé? Je sais pas, Ouais. poser le genou et mettre l'autre pied en arrière. Et quand ce truc-là, il va être assimilé, finalement, 90% des mouvements de lutte, ils vont devenir faciles parce que bah, un mouvement de lutte, c'est de la rotation ici, de la rotation ici, de la rotation ici. Et en fait, les sports de combat, globalement, c'est beaucoup de rotation d'un côté ou de Ouais. l'autre côté. Donc, quand tu commences à assimiler ça, en fait, tu fais plein de transferts partout. Et moi, ce que j'essaye de faire, comme j'ai une salle avec plein de champions, mais des champions qui viennent de sports différents. J'ai Charline Van Snick qui est médaillée olympique en judo, mais qui découvre le pied-point. Et j'ai Ouais. Bouganem qui est champion du monde de boxe thaï, mais qui découvre la lutte. Et ce que Ouais. j'essaye de dire à Charline, dans ton langage judo, voilà quel mouvement ressemble à celui que je veux te faire faire aujourd'hui. Et Choco, Bouganem, dans ton langage Muay Thai, voilà quel mouvement ressemble à ce qu'on va faire au sol ici. Et en fait, Mm. j'essaie de faire un judo MMA et de faire un Muay Thai MMA pour les Ouais. emmener vers quelque chose, tu vois. Ouais, mais c'est intéressant. Et c'est vrai que moi, des fois, tu sais, la réflexion que je me fais, par exemple, j'avais vu que tu avais fait une vidéo là à Cuba, je crois, enfin sur de la boxe cubaine et tout ça. Mm. Et ça, je trouve que tu vois, dans l'approche cubaine, au départ, ils te font faire énormément d'exercices de coordination. Ouais. C'est-à-dire que les gens, tu sais, ils veulent rapidement rentrer dans du concret ou tout de suite voir l'application tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une technique tout de suite applicable et tout. Mais en fait, parfois, de passer ou de commencer par un peu plus de travail de coordination Mm. qui est pas tout de suite avec forcément une mise en situation, ce que les gens recherchent, hein, parce que le côté fun, c'est d'aller taper sur quelqu'un et de faire des exercices à deux et tout ça, ou de soumettre, ou je ne sais quoi, tu vois. Et je pense que si on passait un peu plus de temps en amont sur le travail, tu vois, de coordination spécifique en quelque sorte, tu vois. Mais souvent, moi, ce que je dis, c'est par exemple, je vais t'apprendre à bouger comme un boxeur. Je vais pas t'apprendre forcément la boxe au départ. Je vais t'apprendre à Mm. bouger comme un boxeur. Et le fait de bouger comme un boxeur, ça va te permettre de boxer ensuite, tu vois. Mais il faut d'abord savoir bouger comme un boxeur, tu vois. Ou bouger comme un lutteur, tu vois. Ouais. C'est exactement ça. Le mec, alors c'était au Mexique avec un entraîneur cubain. Ah, voilà, ok. Et le mec, nous, pour la vidéo, on a augmenté et puis on est passé d'étape en étape. Mais il m'a dit, en fait, si vraiment je te donnais le cours, on serait arrêté à la moitié ou un quart de ce cours-là et on aurait passé tout le cours à faire ces exos que je viens de te montrer. Mais Et oui. là, on avance pour la vidéo pour montrer d'autres. Mais en réalité, on aurait passé déjà 3 ou 6 mois sur ces exos et tu les aurais fait à chaque cours et tu ne serais, tu n'aurais pas avancé à l'étape suivante tant que cette étape-là n'était pas maîtrisée. Mais Et oui. donc, et tu as ce truc où la boxe cubaine, quand tu as travaillé avec des mecs, des entraîneurs cubains, nous on travaillait avec John Mpumbu, il arrivait à la salle, il mettait des plots, il mettait de la musique cubaine, donc tu avais Chan Chan, Buena Mm. Vista Social Club, il mettait ça, il mettait la playlist, et boum, ça démarrait, tac,
tac, le rythme, le rythme, le rythme. Et pour lui, Mmh. il ne parlait que de rythme. Il parlait Ouais. pas de boxe, il parlait de rythme. Et comment tu es rythmé ici, et tu es rythmé ici, et tu bouges ici, et tu transfères ici, et ton pied, etc., etc. Et tu faisais des allers-retours comme ça. Et John, c'est un super entraîneur de boxe anglaise. Il arrivait à rendre tout ça très fun avec plein d'ateliers, plein d'exercices, etc., etc. En France, après, moi, je connais pas bien la boxe anglaise, mais en France, j'ai pas vu d'entraîneur de la qualité aussi dans un sport comme la boxe anglaise Mmh. qui a du mal à passionner les foules parce que c'est un sport dur, parce que tu fais beaucoup de sparring, etc. Un entraîneur comme John qui est capable de mettre autant de petites situations, tu vois, de petits jeux dans une séance qui égaye la séance et qui développe les capacités de la boxe sur le long terme, comme tu dis, pas juste envoyer le bras arrière ou envoyer le bras Ouais. avant. C'est un vrai travail de fond, c'est un vrai travail de qualité. Bah oui, parce qu'en plus, il faut trouver l'équilibre entre, bah, ce qu'on devrait faire pour le meilleur résultat possible et puis, bah, quand même garder un minimum de fun parce que les gens, ils viennent pas pour, tu vois, il y en a qui disent: «La première année en boxe, il faudrait faire que des Mmh, déplacements». Ouais, mmh, mais il y a personne, qui va rester dans un cours où pendant mmh. 1 an, on fait que des déplacements, tu vois? Non, c'est pas possible. Donc, faut trouver l'équilibre entre les 2 et effectivement, si tu as toute une panoplie de jeux, de trucs comme ça, de voilà, de situations, variées qui font en fait travailler souvent la même chose. Moi, c'est ce que je fais aussi dans mes cours, hein, c'est que parfois je te fais travailler la même chose, mais tu te rends pas compte que je te fais Mmh, travailler la même chose parce que je change des paramètres, des situations et tout, mais je suis tout le temps en train de te faire travailler le même truc en vrai et c'est ça la difficulté, tu vois? Parce que, bah, tu as forcément, cette composante à dire: «Faut que déjà que mes élèves, ils prennent du plaisir, sinon ils vont pas avoir envie de revenir» et donc faut trouver ce juste milieu entre, résultat et plaisir, quoi. ouais, c'est exactement ça et c'est, bah, Wing Chun, c'est Bruce Lee, c'est ce truc de dire: «OK, il y a un geste, mais il faut que je le répète 10 000 fois». Sauf que Ouais. nous, bah, il y a tu c'est ta profession, c'est ta profession, c'est ma profession. Si le mec il revient plus, bah, tu peux pas lui apprendre 10 000 fois, Mmh. et donc faut qu'on trouve le moyen pour qu'il revienne et cetera et c'est encore une réflexion, on a Max qui fait la lutte, chez nous au Mamoudi Gym. Max qui est un coach de lutte, et puis on a Thomas Loubersan qui fait des allers-retours entre Nice et Paris. Et quand il passe à Paris, il vient chez nous et il s'entraîne, et puis il en profite aussi pour donner une partie du cours, tu vois. Ouais. Et ce qui est super drôle, c'est que finalement, Max et Thomas, ils font travailler des trucs que moi, je fais déjà travailler à mes gars de mon côté, mais sauf qu'ils rajoutent certains détails, ils le disent à leur façon, et au final, bah, ce que tu dis, il y a de la nouveauté pour les gars, Mmh. en travaillant exactement la même chose. C'est parce qu'en Ouais. MMA, bon, tu as beaucoup à travailler, le fait de pas de se faire amener au sol ou d'amener au sol, de se relever, et cetera. Et finalement, tout le monde le fait travailler ça, mais avec des petits détails et des petites choses. Et du coup, pour les mecs qui pratiquent, bah, ça apporte de la fraîcheur. Ouais. Ah non, mais c'est hyper important, et c'est vrai que bah, c'est tout le challenge, du coach, hein. Ouais, c'est tout C'est le tout le challenge du coach. toi, tu es parti, Ouais. du coup, tu coaches plus du tout à Bordeaux? Pour l'instant, là, je viens de reprendre, j'ai mon premier coaching, à Bordeaux que j'ai eu, hier, je OK. crois. On est quoi? Non, ou avant-hier, bref. Ouais, pour l'instant, j'avais besoin de faire un break, tu vois? 20 ans ininterrompu à donner des cours et tout ça. Bah, comme j'en parlais, j'ai eu ma première fille, j'en ai eu une deuxième et tout ça. En termes de vie de famille, là, moi, j'ai envie d'être présent et tout, parce que, après je juge pas, hein, mais moi, j'ai eu quand même, mon père qui était quand même bien présent et donc, pour moi, c'est pas suffisant d'être là le matin pour, le petit déj, emmener à l'école et tout. Si je suis pas là le soir, c'est là où, en fait, c'est les vrais moments qu'on va passer, c'est le soir et donc, d'être absent tous les soirs, pour moi, c'est pas possible. Et puis voilà, il y a d'autres facteurs qui ont fait ça. Le web qui m'a donné aussi une liberté, et puis voilà, j'avais besoin un peu de me retrouver avec moi-même pour pouvoir, réparer déjà, j'ai des douleurs et tout ça, donc retravailler un peu sur mon corps et tout, m'entraîner pour moi, Mmh. et puis, voilà, attaquer un peu un nouveau chapitre. Voilà, ce qui est sûr, c'est que je ne redonnerai pas des cours collectifs. Par contre, donner des stages, et donner des cours particuliers, je voudrais en avoir, voilà, pas plus de 4 ou 5 par semaine, des cours particuliers. Mais ça, c'est un truc qui me manque. Je vais pas mentir, ça a été difficile, la transition, de passer de je vois une centaine de personnes par jour à je vois plus personne, tu vois, quasiment. Donc Mmh. Mmh. à part Mmh. ma famille, et les parents des enfants de l'école ou je ne sais quoi, mais
voilà, c'est hyper, enfin, moi, je m'épanouissais vachement là-dedans et je savais que ce serait pas facile et comme je dis souvent, les bonnes décisions sont rarement les décisions les plus faciles. Mmh. Donc voilà, mais c'est en train de se faire, l'équilibre, va revenir et ça me fait plaisir aussi, voilà, d'avoir du temps pour moi-même, quoi. D'être moins dans le jus et moins, j'adore donner aux autres, mais c'est vrai que, voilà, quand tu donnes beaucoup aux autres, bah, tu fais moins pour toi. Donc là, Ou j'avais, besoin de redevenir un peu plus égoïste. Là, ça fait combien de temps que tu as arrêté de coacher? Là, ça fait un peu plus d'un an, ça fait, j'ai déménagé, en août, de l'année dernière, donc ouais, j'ai donné mes 1 an. derniers cours dans mon club, fin juillet, 2021. Mmh. Ouais, Mmh. Non, voilà. mais c'est sûr que c'est pas du tout facile et moi, j'aime dire: «Attention». C'est ce que je dis, parfois aux j'ai des stagiaires, en prépa physique ou en BPGEPS et cetera. Je dis: «Attention à ne pas perdre de vue quel est ton métier». Parce que ça se trouve, il y a un moment, bah, effectivement, internet, peut-être que ça rapporte plus ou peut-être que ça offre une liberté, d'emploi du temps, une disponibilité par rapport à sa famille qui est autre. Mais est-ce que tu aimes autant faire internet que, l'autre? Est-ce que tu prends autant de plaisir? Est-ce que finalement ce qui te passionnait, est-ce qu'il y a toujours une partie de ce qui te passionne quand tu le fais en ligne? Et Mmh. parce que moi j'ai eu les mêmes réflexions que toi, j'ai eu le covid. Le problème qu'on a eu, hein, tous Mmh. les entraîneurs de France, c'est que du jour au lendemain, on s'est retrouvé si tu étais un entraîneur et que tu marchais bien et que tu étais, un peu vaillant, bah, tu t'es retrouvé de: «Je bosse 7 jours sur 7 à je bosse pas Mmh. du tout pendant, 3 mois». Ouais. Et ça, quand tu vas de l'avant, que tu es sportif, que tu as ce contact et cetera, bah, c'est une remise en question. Une remise en question parce que tu dis: «Bah, déjà, comment j'apporte de l'argent dans le foyer si je travaille pas?» Mmh. Et une remise en question parce que tu dis: «Bah, à quoi ressemble ma vie quand j'arrête d'être à la salle tous les jours et d'entraîner des gens et d'exister quelque part aussi au travers des entraînements que je Ouais. fais et des résultats que je fournis?» et cetera et cetera. Et moi, j'ai suivi un chemin qui est assez similaire au tien, qui est pas pareil que le tien, mais qui est assez similaire, à la nuance près que, j'ai divisé mon emploi du temps. C'est-à-dire que Mmh. moi, j'ai dit: «OK, je veux garder ça, ce contact, cet échange, cette énergie, j'en ai besoin, donc je veux la garder et donc je vais avoir un groupe de professionnels que je vais encadrer le matin, peut-être quelques personal training, mais très, très peu. On va vraiment limiter, un ou 2 en plus, que je vais garder le matin et en fait, le reste de la journée est pour tout le travail qui est en ligne, le développement Mmh. d'internet et cetera et tout ce travail dont les gens se rendent pas forcément compte, qui est extrêmement chronophage. Ouais. Oui, non, c'est sûr. Après, ouais, c'était une solution. Moi, j'ai fait, bon, comme je déménageais, voilà, on C'est voulait ça. avoir, plus d'espace, tout ça. Bon, bah, c'était, soit je rouvrais un club, mais ça collait pas avec mon envie de me retirer des Mmh contraintes. mh. Tu vois? Là, je voulais plus avoir de contraintes. Donc, j'ai fait, des stages, voilà, un peu, tout ça pendant un an là, mais pas beaucoup, mais je voulais plus avoir de contraintes, donc de rouvrir un club, c'est un gros coup de rush, de boulot, où je vais avoir plein d'obligations et tout. Donc même si j'ouvrais un club et où je ne donnais pas les cours, c'était une charge de travail que je j'avais pas envie et j'avais pas la disponibilité mentale, tu vois, pour. Donc j'ai fait un an où, je me suis un peu laissé vivre, quand même. J'ai continué, mon activité en ligne, mais Tu as même, pris du ça, gras ou pas? ah ouais, là, j'ai pris trop de gras, ouais. Trop de gras, trop de gras. Mais en plus, tu sais, comme ça fait 3 ans que j'ai une douleur, côté gauche et tout, que j'arrive pas à me débarrasser, il y a plein de trucs que je peux plus faire, comme je voulais. Donc après, tu te venges un peu sur la bouffe, plus moins d'activité et tout. Donc ouais, non, mais je suis progressivement en train de faire mon comeback, mais ouais, ça aura pas été facile. Et je pense que là, c'était justement le bon moment pour moi pour faire une pause aussi, tu vois? Mmh. Parce que, ouais, non, là, ça aurait été compliqué de continuer à donner, autant de cours comme ça. Mais, il y a des phases, hein, tu vois? Moi, toi, tu es plus jeune que moi, là. Moi, je vais avoir 44 ans bientôt. Quand, tu fais ça depuis longtemps, moi, je suis professionnel, là, c'est-à-dire que je vis de ça, Mmh. depuis, 2000, hein. Donc, voilà, avec un rythme où, bon, plus jeune, je donnais encore plus de cours, mais
je donnais facile entre 20 et 30 heures de cours par semaine, Ouais, c'est ça. plus mes entraînements et tout ça. Au bout d'un moment, l'addition, elle arrive, hein, tu vois, ton corps, il fait, bah tiens, voilà, tout ce que tu as fait, regarde, c'est l'addition et maintenant tu la payes, tu vois. Donc, parce qu'il y a plein de choses bah, surtout il y a plus de 20 ans, qu'on ne savait pas sur l'entraînement, sur la charge de travail, sur l'importance voilà, de différentes méthodes et tout. Aujourd'hui, je pense que si j'avais commencé aujourd'hui, ce serait assez différent. Mais ouais, tu apprends par tes erreurs, mais il y a des erreurs qui sont plus dures à corriger que d'autres, quoi. Est-ce que, tu as fait un petit peu de compétition, Greg? Quasiment pas, non. Ça n'a jamais été mon leitmotiv, la compète. Je sais que OK. c'est un peu une, une exception. Les gens comprennent pas trop, mais moi je viens des arts martiaux traditionnels, du coup du Wing Chun, et il n'y avait pas de compétition, et même mon prof était plutôt anti-compétition. Il trouvait tout le temps que les compétiteurs s'entraînaient pour leur compète, mais que quand il n'y avait pas de compète, bah, ils s'entraînaient pas, ou que à la fin de leur carrière de compétiteur, souvent, bah, ils arrêtaient complètement de pratiquer. Et pour lui, un vrai artiste martial, bah, c'est quelqu'un qui Ouais. s'entraîne pour lui et pas pour aller forcément se mesurer à quelqu'un d'autre, quoi. C'est plus tu te mesures à toi-même. Donc j'ai été éduqué un peu cette idée-là que je valide pas spécialement, hein, mais c'est comme ça que voilà, c'était ça la mentalité de mon prof de Wing Chun. Et donc moi j'ai grandi avec cette mentalité-là. Et puis je fais pas partie des gens qui se sont mis à faire des arts martiaux, des sports de combat pour apprendre à se défendre ou parce qu'ils avaient besoin de prendre confiance en eux, tout ça. J'en parlais là, j'ai fait un podcast avec Fouad et Sbiri là, il y a pas longtemps, et donc on disait tous les deux qu'on était assez bagarreurs. Moi j'étais bagarreur en fait. J'ai jamais eu peur de me battre. Enfin, t'as la peur, je veux dire, mais j'y allais tout le temps, tu Mmh, vois. mmh mh. Donc je me suis pas mis au sport de combat ou aux arts martiaux pour ça. Et j'ai l'impression que parfois que ceux qui ont ce besoin essentiel de faire de la compétition, c'est qu'ils ont un besoin de se prouver quelque chose, mais de se prouver quelque chose eux par rapport aux autres, tu vois. Mmh. Enfin, moi, je le ressens un peu comme ça. Souvent, quand je parle avec des compétiteurs, si tu creuses un peu, il y a parfois, en réalité, ce qui est un peu paradoxal, mais sous l'envie de compète, un manque de confiance en soi, en fait. Et que ça t'entretient. Tu vois, c'est comme, je sais pas, le mec qui a pas confiance en lui et qui arrête pas de draguer des meufs pour se dire, bah ouais, si, en fait, je suis beau gosse, ou en fait, machin, tu vois. Et donc, j'ai l'impression parfois que la course à la compétition, c'est parfois des gens qui ont ce besoin de constamment se redonner confiance, c'est-à-dire si je suis bon, si je suis fort, si, enfin, tu vois. Est-ce qu'il y a pas des 2? Est-ce que l'argument fonctionne pas des 2 côtés? Est-ce qu'on peut pas dire que, du côté des bagarreurs, il y en a beaucoup qui sont venus dans les arts martiaux et qui ont fait, des compètes aussi et qui ont eu du succès, en compète? Mhm. Et est-ce qu'on peut dire aussi que du côté des pratiquants qui font pas de compète, c'est aussi parfois un manque de confiance en soi qui fait que, ils arrivent pas à franchir le pas de la compétition? Il y a certainement les deux. Tu vois Il y a ce que je veux dire? certainement les deux, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que sans parler de ton cas perso, hein, Ouais, ouais. mais j'ai Ouais, non, l'impression ouais. que on peut pas en faire une généralité, une vérité générale. J'ai l'impression que tu as des compétiteurs qui ont extrêmement confiance en eux et c'est pour ça qu'ils font la compète. J'ai l'impression, moi, ça a été ma sensation dans la compétition. Moi, j'ai fait beaucoup de compétitions, mais effectivement, comme tu dis, avec cette bataille, pas contre les autres, mais finalement contre moi-même. J'ai souvent comparé la compétition. Moi, j'aimais bien sauter tu sais, faire des sauts. Je sais pas, ceux qui connaissent le pont du Diable dans le sud, c'est un pont qui fait 20 mètres. Et nous, quand on Ouais. était jeunes, on sautait du pont du Diable, mais parce qu'avant de sauter du pont du Diable, quand on était plus jeune, on sautait de plus bas, et puis après plus bas. Puis à un moment, Mhm. on s'est dit, ah ouais, pont du Diable, c'est 20 mètres, on n'a jamais fait, bah viens, on va faire 20 mètres. Puis il y en a qui ont fait même celui de 28 mètres, enfin, tu vois. Et on Ouais. était dans ce truc-là. Et pour moi, la compète, c'était comme sauter d'un pont. C'est-à-dire que tu arrivais, tu avais peur, comme tu dis, comme avant de te battre, tu as peur. Et puis après, tu te lances dedans. Et puis, tu arrives au truc. Et puis, tu dis, OK, comment ça s'est passé? Et puis, tu fais le point. Et puis après, bah, parfois, effectivement, bah, tu es assez doué. Et puis, ça se passe bien. Et bien, donc, du coup, tu continues sur le trajectoire de compétition. Et puis, parfois, tu es moins doué. C'est plus difficile. Et tu arrêtes parce que bah, c'est plus difficile par rapport aux autres, quoi. Et que tu vois que c'est compliqué de monter plus haut dans les échelons. Mais moi, je l'ai vécu beaucoup comme ça, comme un combat contre moi-même, finalement, la compétition. Ouais.
Je sais que, tu vois, ma femme, elle a fait de la compétition, parce qu'elle pratiquait, elle a pratiqué avant d'être avec moi, mais elle a pratiqué avec moi aussi. Elle a fait des compétitions de sanda, de boxe chinoise et tout ça. Mhm. Et c'est elle qui voulait en faire. Et elle a fini par arrêter parce que le stress, en Mhm. fait, que ça lui occasionnait, ça lui retirait tout le plaisir, en fait. Ouais. Elle aimait la prépa, elle aimait, même je pense le moment du combat, mais tout le stress, elle avait du mal à gérer le stress. Alors il y a des techniques pour gérer son stress, mais ça lui gâchait complètement son plaisir, tu vois? Et je pense que après, voilà, on peut pas faire de généralité. Il y a vraiment des profils différents. Il y a des gens qui vont vraiment s'épanouir et qui ont ce besoin d'avoir une compète, un objectif, pour se dépasser. Et d'autres pour qui, bah, ça va être le contraire parce que, moi, je sais que les rares fois j'ai fait des compétitions, bah, déjà je me trouvais moins j'ai commencé à enseigner jeune, mais je me trouvais moins bon coach parce que je me concentrais plus sur moi que sur les autres, sur, les besoins que j'avais besoin enfin, sur mes besoins pour être prêt pour la compète. Ou quand tu faisais des sparring, bah, c'était là, OK, je me prépare moi, donc maintenant je suis plus le coach, je me prépare, quoi. Donc je vais pas avoir la même attitude avec toi en sparring. La disponibilité dans la tête, ça, bon, il y a plein de choses qui font que je trouve que enfin, en tant que coach, pour moi, c'était pas, en tout cas pour mon profil à moi, c'était pas une bonne chose de faire de la compète, parce que bah, c'est un truc que j'ai dit souvent, mais je trouve que le coach, il est vraiment tourné vers les autres, et le compétiteur, il a quand même un besoin d'être égoïste, 100% d'accord. parce que bah, voilà, c'est lui qui monte et c'est Oui. c'est lui avant tout, quoi. Et Par donc pour moi, définition, c'est un peu incompatible, c'est presque l'opposé, tu vois. c'est C'est l'opposé. C'est-à-dire que Ouais. le coach par définition, il est altruiste. Il doit penser avant tout aux combattants qui l'accompagnent, à la personne qu'il essaye d'emmener au plus haut niveau. Et le combattant, il doit être égoïste, profondément égoïste, parce qu'il doit penser avant tout à ses outils lui permettant de progresser. Et plus il passe de temps à penser à lui et ses outils de progression, et plus il va aller à haut niveau. Donc, effectivement, c'est à haut niveau en tout cas, c'est difficilement compatible. Après, tu as l'exemple, le seul domaine dans lequel ça fonctionne. Tu n'en as pas en MMA, hein, tu remarqueras. Mmh. T'as pas Mmh. de, T'en as eu au tout début, mais globalement en MMA, t'as pas de coach compétiteur. Ça n'existe pas en Ouais. MMA. Par contre, dans des disciplines comme le grappling, etc., ou même les sports pied-point, t'as eu pied-point, t'as moins, mais le grappling, t'as beaucoup. T'as le coach compétiteur et qui, Ouais, mais en parce fait, que est le un grappling, c'est moteur. un style vivant. Le Ouais, grappling, tu as besoin d'être un peu à la pointe, si tu veux. Alors, c'est pas obligé de passer par la compétition, hein, mais Danaher, on va dire qu'il est à la pointe et il fait pas de compétition, mais après, il le passe seul, un temps fou. ou Voilà, c'est c'est un un des des seuls. seuls. Voilà. Mais voilà, c'est un style vivant qui évolue. Si tu es devenu prof en 2000 en Mm, grappling et mm, que tu pas mm, mm. suivi l'évolution, tu es complètement à la ramasse, tu vois. Donc, je Et pense que c'est assez exceptionnel. est-ce que les gens oublient quand ils disent Daner n'a jamais fait de compète? Il n'a jamais fait de compète, mais il a beaucoup pratiqué. Et Ouais, quand tu vois Danner exécuter les techniques qu'il enseigne, elles sont parfaitement exécutées. ouais, Donc, et quand tu entends Gordon Ryan qui parle des randonnées qu'il a fait avec Danaher, il dit techniquement et tactiquement, c'est l'un des mecs les plus techniques et tactiques avec lesquels j'ai tourné. Donc, ouais, oui, il n'a pas fait de compétition, mais on pourrait dire que c'est un très très bon sparring partner. On connaît tous des mmh, gens comme ça qui, à la salle, ok, effectivement, c'est pas le grand champion qui a tous les titres, etc. Mais à la salle, c'est ton meilleur sparring partner pour le mettre face à ton compétiteur. Et c'est ouais, lui qui est pas compétiteur, il fait plus progresser ton compétiteur que l'autre compétiteur qui, au final, est un niveau en dessous parfois. Pas tout le temps, ouais. hein, mais ça arrive Parce que c'est fréquemment. là que je pense, c'est la gestion du Mm, stress, comme ça, qui fait que certains sont d'excellents pratiquants, mais ils n'arrivent pas à s'exprimer, sans vouloir le critiquer. Mais je me rappelle, c'était un regret, parce que c'est un de mes premiers profs, je ne sais pas si tu le connais, Jérémy Idels, en ouais, jiu-jitsu brésilien. ouais, ouais, bien sûr. Lui, à l'époque, était extrêmement fort. Qui mettait une rouste à plein, plein de mecs à l'entraînement. Il a fait très peu de compétitions parce qu'il gérait très mal son stress. Mais tout le monde disait: «Putain, mais c'est tellement dommage parce que Mm, enfin, mm. on te voit fumer des mecs Mmh. qui gagnent des compètes». Et ouais, donc
parfois, enfin, il y a tout un après, c'est là que la prépa mentale, ça peut rentrer en ligne de compte, tu vois? Mais ouais, ça existe, c'est une vraie réalité, quoi. Parfois, tu as un gap entre le niveau de pratique en compétition et le niveau de pratique, à l'entraînement et ce gap, ce trou, il se referme au fur et à mesure du temps. Mmh. Quand Nassourdine, Imavov, il est arrivé au MMA Factory, il avait un niveau de fou dès le premier jour. C'est-à-dire que, moi, je me souviens, Nassourdine qui tourne avec, Thierry Soukoudjou, Mmh. et qui lui fait le 1er jour où moi je donnais cours où il y avait Nassourdine, il y avait Thierry Soukoudjou, je les mets ensemble et Nassourdine désinfecte, Thierry Soukoudjou et je suis là et je me dis: «Waouh, c'est qui ce petit jeune, quoi?» C'est vraiment un tueur à gages et sur ses premiers combats, Nassourdine, il était fort, il gagnait, mais il n'était pas du tout aussi fort que ce qu'on voyait dans la cage, Mmh. à Mmh. l'entraînement. À l'entraînement, ouais. Et au fur et à mesure, c'est comme si, au fur et à mesure, il a réussi à mettre en place dans la cage ce qu'on voyait nous à l'entraînement. Au fur et à mesure, son niveau de cage, il a rattrapé son niveau d'entraînement. Ça, Et c'est quoi? C'est la confiance, l'expérience, la confiance, l'expérience, savoir gérer ses émotions, apprendre à gagner. On oublie ça. Apprendre à gagner, on oublie que c'est. Et le MMA, c'est le seul sport où tu arrives, tu es pro en deux trois combats. Et au final, ce qu'on se rend pas compte, c'est que si t'as pas une gestion innée de tes émotions, de la compétition, de comment gagner, et si t'as pas fait 50, 70, 80, 100 combats, 150 combats dans une autre discipline, bah, en vrai, tu arrives dans un sport, tu es tout nouveau, tu es tout frais, et tu as en face de toi des mecs qui ont une grosse expérience, une grosse gestion. Parce que quand tu ouais. affrontes une Rizlan Zouak qui a 200 combats de judo derrière elle, ou un Slim Trabelsi qui a 100 combats, 150, 200 combats de lutte, bah, effectivement, il est à son 4e combat de MMA, mais il a fait 155 combats avant. Et donc, la Ouais. gestion du stress, bah, il la connaît. Il sait comment ça se passe, il sait les moments de doute, il sait quand il ne faut pas abandonner, il sait quand il faut mettre de l'énergie, etc. Et il a eu comme une opportunité de tester tout ça, d'expérimenter tout ça, avant que ce soit inscrit sur son palmarès de MMA. Et Mmh. Nassourdine, lui, ce qu'il avait, il avait beaucoup de combats de boxe anglaise amateur. Il avait, je sais pas, 60-70 combats de boxe anglaise amateur. Mais en MMA, la gestion des émotions n'était pas pareille. Je sais que moi, je l'ai vu avec Yuri à l'entraînement. Il y a on se faisait il y a toute une époque où, sur les dernières années, on se faisait très peu de technique. En fait, on se faisait que des matchs et on se faisait des guerres et on comptait les points. Et enfin, chaque semaine, voilà, on faisait le total de la saison et on voyait qui avait gagné sur la saison. Donc, on prenait ça en rigolant, mais assez au sérieux aussi. Et je sais qu'il y a une époque où j'ai vraiment vu la différence mentalement quand il y a des entraînements où j'arrivais mentalement à me dire non, tu m'amèneras pas au sol. Et parce qu'en fait, c'est à des moments où tu es en train de te faire amener, tu es à la limite et dans ta tête, tu dis mais merde, c'est fini. Et du coup, mais c'est pas vraiment conscient, mais sans t'en rendre compte, tu laisses terminer l'action et vraiment, quand j'arrivais dans cette mentalité de non, même Yuri me disait putain, il me disait mais comment c'est. Il y a les moments, il m'avait soulevé en double Mmh, leg, mmh, j'étais les mmh. deux jambes en l'air, machin et tout, et je disais non, et je mettais un coup de hanche, et j'arrivais à revenir sur mes appuis, à sortir. Et il y a vraiment une époque où, enfin, genre, quand j'arrivais à être comme ça, il me disait mais j'arrive à rien, quoi. Mmh. C'est fou. Et la différence, elle n'était pas technique. C'était juste dans la tête. Je refusais de perdre, tu vois. Tu Et refusais totalement, ouais. Ouais. ouais, mais du coup, techniquement, tu trouves une solution. Et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte. Et je trouve que dans le, dans le pied-point, c'est moins évident parce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, bon, enfin, où tu dis, merde, et je me laisse taper. Tu vois, t'as pas envie de prendre des coups dans la gueule quoi qu'il arrive. Mais tu peux être par contre plus sur la défensive et moins avoir l'envie d'y aller parce que tu as pris un mauvais coup et tout ça. Mais je trouve qu'avec la lutte, tu as vraiment ce basculement où il y a un moment, mais tu le vois en MMA aussi dans les phases de lutte, où il y a une acceptation de OK, là, je vais aller au sol, donc bah, tant pis, j'y vais, quoi. Moi, ce concept, je l'applique au pied-point je l'applique à la lutte, je l'applique au pied-point, je l'applique au grappling. OK. Heu, tu sais, on a toujours du mal à retrouver d'où viennent nos idées à la base parce qu'au final, c'est Mmh. un mix de plein d'idées. Mais je crois qu'un des premiers que j'ai entendu sur ce concept vraiment de refuser totalement, c'était Thomas Loubersan et Pablo Popovic OK. et de refuser totalement. C'est-à-dire que ça, le mec, il te saisit la main,
on refuse. Parce que ça, en fait, c'est le début d'une soumission. Et Mmh. en fait, moi, ce que je dis aux gars sur le pied-point, je dis, tu te rends pas compte, surtout les mecs du pied-point quand ils tournent avec des mecs du MMA, ils sont là en garde. Et puis en fait, donc la garde du MMA, elle est un peu plus loin. Et puis il y a souvent ce bras qui est là en train de toucher un petit peu le bras, le bras avant de l'adversaire. Et il laisse toucher, il laisse toucher, il laisse toucher. Et je dis, tu te rends pas compte, mais il est en train de construire son combat. Et toi, sous prétexte que tu acceptes qu'il te touche là, tu dis c'est pas grave, il n'y a pas de danger. En fait, tu es en Mmh. train de le laisser dominer un espace. Donc, Ouais. en fait, et donc, ce que tu viens de dire sur la lutte, moi, je l'applique totalement au pied-point. C'est-à-dire que Mmh. la domination de l'espace avec la main, mais avant ça, la domination de l'espace avec les pieds, et ou après ça, la domination de l'espace avec un jab. C'est le mec qui t'a mis un jab, t'as rien fait, deux jabs, t'as rien fait. La troisième fois, il va se passer quoi? Tu vas prendre Mmh. gauche-droite en ligne et il va te toucher. Et tu vas dire, ah, il m'a touché avec la droite, mais c'est pas la droite. C'est le Mmh. jab qu'il y a eu, et le jab, il a eu lieu parce que les pieds étaient à une position que tu as acceptée. Et donc, en fait, si tu acceptes tous ces petits trucs, en fait, tu es en train d'accepter la défaite de ton combat. Et que ce Mmh. soit en MMA, en pied-point, au grappling, en général, tu vas voir le KO, ou tu vas voir la soumission, ou tu vas voir l'amener au sol. Mais il faut regarder avant tout ça, à quel moment, par exemple en lutte, à quel moment tu as accepté de mettre ta tête plus haute que la sienne, et donc d'avoir ton centre de gravité au-dessus du sien, et donc tu as Mmh. accepté en fait qu'il rentre dans tes jambes. Et ça, c'était le début de l'amener au sol. Ouais. Et Après, il y a des moments où tu après, acceptes ou pas et bon, tu te fais avoir, tu te fais avoir, voilà, c'était pas le fait d'avoir accepté, c'est que, bah, tu t'es fait surprendre, il y a eu une préparation d'attaque qui fait qu'il a réussi, tout ça. Je pense qu'on peut pas dire que c'est que de l'acceptation, ça peut être un manque d'anticipation ou, mais oui, je vois bien ce que tu dis, ouais. Et c'est vrai que même l'exemple, c'est, et ça, moi, ça m'arrive de le faire et on le voit dans les combats pro, en boxe et en K1 et tout ça, c'est quand ils font un peu du ping-pong, chacun leur tour, mais t'en vois qui mettent un enchaînement et après ils se mettent en garde et mmh, c'est genre, ils sont presque en train d'attendre, genre, vas-y, c'est à toi, quoi. Donc ça, c'est une acceptation, tu vois. Pareil, ouais, effectivement. Ouais, c'est un concept intéressant et je pense que c'est un truc qu'on n'enseigne pas beaucoup, et dont on parle pas énormément, que tu apprends plus avec l'expérience, mais qui est pas souvent verbalisé. c'est Donc ça. c'est Et même si on revient à ce que tu as dit juste avant, tu as dit, tu t'es retrouvé dans une position dans laquelle il est rentré. Effectivement, tu as pas accepté, mais tu avais pas la capacité. mmh, Heu, Finalement, le combat, une grande partie du combat en soi, c'est de faire en sorte que tu sois toujours dans une posture, dans une position où tu es plus fort que ton adversaire. mmh Et au final, si le mec, il a réussi, je sais pas, on est en lutte et il a réussi à prendre un angle sur toi, bah, effectivement, quand il rentre dans les jambes, tu peux rien faire, mais parce que la bataille d'avant, la bataille qui avait lieu, la bataille de position, est-ce que je suis face à toi ou est-ce mmh, que tu as pris un angle, tu l'as déjà perdu. Et, mmh, et moi, ce que j'essaye de dire aux gars, c'est d'un point de vue stratégique, pas technique, ta bataille, c'est de rester toujours, quel que soit le moment, dans une posture et dans une position dans laquelle tu es au moins aussi fort, et de préférence, c'est toi qui crée un angle, et donc toi, tu es plus fort que l'adversaire. Parce que lui, il est mmh, là en train de fighter devant, et toi, tu es là en train de fighter sur le côté, et sur le côté, il est moins fort que devant. ouais, Et c'est au final, c'est presque de la philo, en fait, c'est presque de la philosophie, mais ensuite, on l'applique, et on essaye de l'appliquer à chaque moment du combat. ouais, Et comme tu dis, c'est l'application de ces petits trucs-là qui est extrêmement difficile. Le concept, il est simple à comprendre. L'application dans un combat, avec le stress, avec le coach qui crie, avec le public, avec l'adversaire qui veut te décapiter, et qui te veut du mal, et l'état de fatigue, etc., c'est beaucoup plus difficile à appliquer. et toi, tu inclus, ou tu t'es formé sur la prépa mentale ou pas? Alors, j'ai fait des formations sur la préparation mentale. J'ai beaucoup de mal à dissocier, la préparation mentale de ce qui se passe dans l'entraînement. Mmh, Alors, comment je l'utilise? Moi, j'aime bien travailler avec Eric. Eric, c'est le préparateur mental de Morgan Charrière et de Taylor Lapillus. C'est un mec OK. qui prend très, très, très peu de monde, et quand il les prend, il met en place des routines. Tu vois, donc il discute beaucoup avec les gens, il met en place des routines, il va voir les entraînements, et ensuite il dit: «OK, moi ce que je veux, je suis pas ton coach, je suis pas ton entraîneur, je suis pas ton prépa physique. Par contre, ce que j'aimerais, c'est que tu me décrives ce que tu ressens, ce que tu vois, ce qui se passe dans tes combats, qu'on regarde ensemble, et puis ensuite, ce que j'aimerais aussi, c'est que, avant le combat, tu mettes en place quelques routines de concentration qui vont t'améliorer à être concentré pendant le combat.» Et Mmh, donc Eric, il fait la préparation mentale,
mais fait une partie de la préparation mentale. Comme le préparateur physique fait une partie de la préparation physique. Parce que Ouais. l'entraînement, tu ne peux pas dire le préparateur physique, il voit 2 fois son athlète 1 heure et demie dans la semaine. L'entraîneur, il voit son athlète 15 heures dans la semaine. Et à la fin, tu dis, ah ouais, c'est le mec qui l'a préparé physiquement. Non, il a Mmh. contribué à sa préparation physique. Ouais. Mais l'entraînement, c'est de la préparation physique. Et donc, si le préparateur physique, il prend pas en compte que dans l'entraînement, il y a des intensités cardiovasculaires, neuromusculaires, il y a une fatigue qui s'est accumulée, et s'il prend pas en compte tout ça, et lui, il dit, non, moi, c'est la prépa physique, toi, c'est l'entraînement, et il isole les trucs, il n'a pas une vision globale, une vision systémique, on est dans l'erreur. Et pour moi, pour le préparateur mental, c'est la même chose. Il doit y avoir une discussion pour que la préparation mentale, tu vois, moi en tant qu'entraîneur, quand le mec il est en train de tourner, on est en train de faire de la préparation mentale. Parce que quand je vois qu'à ce moment-là, il perd en concentration ou il perd en machin, ou etc., il fait un mauvais choix, c'est à moi de lui dire pause, on arrête tout. Là, c'est pas le mec, t'as pas emmené au sol. Tu as fait le choix de ne pas dépenser d'énergie pour défendre l'amener au sol. Donc, tu as fait le choix Ouais. d'aller au sol. Et ça, je veux pas que ça se passe. Donc, je te remets dans la même position et tu vas te battre cette fois-ci pour pas aller au sol. Et la préparation mentale, elle commence à ce moment-là. Ouais. Bah, c'est sûr que pour moi, déjà, à travers la pratique, tu te forges un corps, tu te forges une technique et forcément, tu te forges un mental aussi, hein. Mm. Mais c'est sûr que tu peux, le préparateur mental, il va peut-être t'amener des réflexions, des modes de pensée, une manière de voir les choses qui va venir compléter. Et en réalité, des fois, il n'a pas besoin de beaucoup de temps. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais montré une autre facette. Une fois que tu as découvert cette facette-là, tu peux plus ne plus la voir. Tu sais, Mm. comme les espèces de dessins où tu peux voir plusieurs choses. Une fois que tu as vu un truc, c'est dur de voir autre chose, tu vois. Et c'est pour ça que, enfin, je te posais la question. Moi, c'est pas un truc que j'ai beaucoup creusé parce que je trouve qu'effectivement, par la pratique, tu développes déjà beaucoup de choses. Et puis moi, je n'ai jamais eu à préparer vraiment enfin, des compétiteurs de haut niveau, en tout cas jamais, des compétiteurs loisirs un petit peu, mais voilà, il y avait pas ce besoin de prépa mentale. Et puis, bah, tu distilles un petit peu quand même des idées C'est comme ça. ça dans l'entraînement constamment, tu vois. Et les gens, ils comprennent pas mal de choses déjà comme ça. Mais je sais que c'est à la mode. Je sais que c'est à la mode et ça peut aider parfois certaines personnes. Donc, c'est pour ça que je te posais la question, quoi. Non, non, oui, non, c'est à la mode, et ça peut aider quand c'est bien fait. Attends, je dirais juste, attends, moi, ils nous avaient payé une formation. Je travaillais au Crêpes Île-de-France. Ils nous avaient payé une formation. Ils avaient fait venir des mecs de l'INSEP. On avait passé 2, 3 jours sur cette formation, et j'avais trouvé ça un petit peu creux, quoi. Hmm. Parfois, c'est un petit peu creux. Il faut faire attention, mais c'est comme les formations de préparation physique. Il y en a des très très bonnes, et puis il y en a qui Ouais. sont un petit peu creuses. Donc, c'est comme tout, il faut aller chercher ce qui est bon, il faut avoir une réflexion globale, et à partir de ce moment-là, à partir du moment où le prépa physique ou le prépa mental, il n'arrive pas sur le boss dans une salle, c'est l'entraîneur. Le boss, Hmm. c'est l'entraîneur. Et puis ensuite, le reste, c'est des compléments. C'est des gens qui viennent apporter une expertise et un savoir complémentaire. Mais il faut jamais oublier que le boss, c'est l'entraîneur, puisqu'on Ouais. s'entraîne pour combattre. C'est lui le boss. J'en profite, comme tu parles de préparation physique, pour partir un peu sur ce Mmh. sujet-là. Parce que, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand j'avais été en vacances en Thaïlande, j'étais passé au Fairtex Gym. J'avais vu Yot Klai s'entraîner. Et en termes de prépa physique, du point de vue de quelqu'un qui connaît un minimum la prépa physique, il faisait absolument n'importe quoi. Mmh. Enfin, ça n'avait aucun sens. Je l'ai vu faire moi, j'ai une certaine expertise en kettlebell et tout. Je l'ai vu faire des kettlebells. C'était n'importe comment. Et il savait pas faire un swing, machin et tout. Le mec est un grand champion, tu vois. Mmh. Et tu voyais que sa prépa physique, c'était bon, c'est lui qui se faisait son truc un peu comme ça. Et on sait que souvent, d'ailleurs, les boxeurs taille, même à très haut niveau, ils font beaucoup de courses, ils font de la corde, ils font du sac, des PAO, du clinch, des sparring. Et voilà, en fait, il n'y Un a pas histoire. une, Ouais. il y a pas une complexité de prépa physique. Et pourtant, ils performent plutôt bien. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent à rivaliser avec eux. Il y en a un peu, mais c'est pas spécialement sur le physique, en tout cas, qui font la différence non plus. Tu vois rarement des tailles qui sont complètement cramées. Tu vois, ils tiennent la route, quoi, en général, physiquement, quoi. Alors, je vais te Mais dire après, ils savent bien économiser, ils savent bien. exactement. Ouais. C'est là où je vais Mais te mettre le ils bémol, savent gérer. c'est que comment un étranger bat un taille, comment un étranger bat un taille en lui mettant une grosse pression, un gros débit.
Et c'est comme ça que les Hollandais ont fait. C'est comme ça que les Français font en général. Quand tu vois un Français qui surclasse un taille, c'est parce qu'il a commencé le combat, gros débit, il met la pression et en fait, il évite le taille d'être sur son rythme linéaire, lent et d'accélérer sur les derniers rounds. Donc, je dirais le seul défaut de leur préparation physique, c'est la capacité à produire beaucoup d'énergie dès le début du combat. Mm. Parce que c'est pas leur style, parce que c'est pas comme ça qu'ils font, parce que les paris en Thaïlande ne sont pas basés là-dessus. Il y a que les derniers rounds qui comptent, donc forcément c'est différent. Euh, mais oui, mais pourquoi? Si tu me poses la question de pourquoi, de mon point de Ouais, vue de je pourquoi, voulais te lancer un peu sur ça parce que il y a toujours une école. Et moi, je suis mitigé. Je vois un intérêt à la préparation physique et en même temps, je trouve que les gens, ils se cassent parfois trop la tête, surtout ceux qui n'en ont pas besoin. Il y en a plein qui font pas de compète ou qui font du loisir et qui se lancent dans des programmes de prépa physique de ouf. Et je trouve qu'ils en oublient en fait la pratique de leur style, quoi. Et au final, pour pas mal de personnes, déjà pratiquer, bien pratiquer et tout, c'est déjà bien, tu vois, ça fait une forme de prépa physique. Et donc, voilà, c'était un peu, même si je sais que forcément ta réponse, ça va pas être ça sert à rien la prépa physique parce que tu es préparateur physique, mais voilà, je voulais challenger un peu cette idée avec toi, ouais. dire est-ce que c'est vraiment essentiel et pourquoi certains arrivent à faire quasiment que du spécifique, c'est-à-dire la pratique de leur style et à arriver au haut niveau. Et pourquoi, quand tu écoutes certaines personnes, il y en a qui vont dire non, non, c'est ultra important. Et voilà. Alors, je dirais trois choses et je vais essayer de me souvenir des trois choses au fur et à mesure. Première chose, tu me dis sur le débutant qui est à la salle et qui pratique. Il pratique, il a 3 cours de boxe par semaine ou 3 cours de lutte et il fait un peu de prépa physique. Moi, et c'est le cas de beaucoup de gens que j'ai un programme en ligne et j'ai beaucoup de gens qui font ça. Euh, Moi, je trouve ça intéressant. Et je trouve ça Mhm. intéressant parce que souvent, disons qu'il fait 2 prépas physiques à côté. Souvent, les 2 prépas physiques à côté qu'il fait, elles sont peut-être pas au même endroit, elles sont peut-être chez lui, elles sont peut-être dans une salle juste à côté de chez lui, ou elles sont peut-être dans la salle de sport qui est à côté de leur boulot, où le midi il fait. Et en fait, c'est un moment où il n'aurait pas pu aller à la boxe, parce que souvent la boxe c'est le soir ou la lutte c'est le soir. Il n'aurait pas pu y aller parce que ce soir-là, il faut qu'il soit à la maison. Mais par contre, il a un moment dans la journée où il peut faire quelque chose qui va l'améliorer, qui va faire qu'il se sente mieux et qui va lui laisser une marge de progression. Donc, Mhm. premier point, le timing, l'emploi du temps. Deuxième point, quand tu prends quelqu'un qui est faible, physiquement faible, et que tu augmentes son niveau de force, et ça va vite d'augmenter le niveau de force de quelqu'un qui est faible, en 6 mois, en 3 à 6 mois, tu transformes le mec. C'est-à-dire que tu prends un mec faible, tu le mets sur un vrai programme de préparation physique intelligent, notamment de développement neuromusculaire. Tu te focuses sur le développement neuromusculaire et tu le rends fort. Tu le fais passer d'un squat où le mec il a jamais de squatté de sa vie et puis 6 mois après il est à 1,5 fois son poids de corps au squat. Dans sa pratique, c'est un autre homme. C'est-à-dire que quand il Mhm. pratique, il tourne avec les mecs, il hallucine sur la différence qu'il y a dans son niveau athlétique, etc. Je parle pas d'un mec qui a toujours été fort, musclé, toujours été doué dans les sports. Non. Je parle d'un mec lambda qui est un peu faible. Tu le rends fort, tu métamorphoses sa vie. C'est vrai, toutes les activités physiques qu'il va faire, il va être d'un seul coup beaucoup plus doué. Donc là, c'est un point sur lequel je trouve ça génial. Ça, c'était le premier point. Si on va sur les boxeurs taille, je mettrais, je dirais, là, on parle de volume de pratique. Les boxeurs thaï, ils ont compris, OK, il faut quoi en boxe thaï avant tout? C'est un sport qui est basé sur l'endurance et l'endurance d'impact, l'endurance de vitesse. C'est du Mhm. striking. Globalement, le striking, c'est de la vitesse. Donc, tu as de l'endurance de vitesse. Et donc, ou de puissance, tu peux appeler ça. Et donc, l'endurance, ils la développent avec les nombreux footings qu'ils font tous les matins où en fait, ils sont en train d'augmenter constamment leur VO2 max. Donc, les mecs, à la fin, ils arrivent à une VO2 max de malade parce qu'ils ont fait 1 ou 2 footings par jour depuis toujours et puis ils cavalent, ils cavalent, ils cavalent. Premier point. Et puis deuxième point, comme ils accumulent des tonnes d'heures d'entraînement tous les jours, je sais pas, 6 heures d'entraînement par jour depuis leur plus jeune âge et qu'en plus ils font beaucoup, 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 beaucoup de combats, et ben ils ont une spécificité. Et la spécificité, c'est l'élément numéro un de la progression d'une pratique. Mhm. Spécificité, c'est-à-dire je veux apprendre à faire du vélo, je vais apprendre à faire du piano. Est-ce que je joue au piano souvent ou est-ce que je fais de la guitare pour m'apprendre à faire du piano? Bah, eux, ils font Mhm. beaucoup, beaucoup de piano. Et donc, au Mhm. final, ils n'ont pas besoin d'apprendre le solfège et autre chose à côté parce qu'ils font tout le temps du piano. Et donc, ils sont forts en piano parce qu'ils font tout le temps du piano, ce qui est logique. Ouais. Donc, sur les tailles, ils ont, si tu veux, on peut. Ce qui est difficile à comparer, c'est que
on compare un volume d'entraînement qui est peut-être 2, 3, 4 fois supérieur entre les Thaïs et les Européens. Et les Mmh. Européens, ils compensent cette absence de volume d'entraînement justement par de la préparation physique, par un rythme plus soutenu et peut-être parfois par des entraînements un petit peu plus stratégiques, un petit peu plus guidés, un petit peu plus précis. Mmh. Peut-être. Donc ça, je dirais, c'est sur la boxe taille. Et puis après, dernière chose que je dirais, dans les sports qui montent et dans les sports qui sont au plus haut niveau, euh, globalement, tu vois, j'allais dire un truc et je me suis rattrapé moi-même. J'allais dire, t'as pas de mec qui fait pas de prépa physique. C'est vrai que t'as pas de mec qui fait pas de prépa physique, mais en même temps que ça, c'est vrai que tu as des mecs qui sont tellement des genetic freaks, qui sont tellement Mmh. des créatures ultra puissantes, performantes d'un point de vue génétique et que, quels que soient les entraînements qu'ils font, ils progressent musculairement, d'un point de vue cardiovasculaire, etc., que ils arrivent à performer dans ces sports-là. Mais quand même, tu regardes le football de haut niveau, tu regardes le football US de haut niveau, tu regardes le cyclisme, t'as pas de sport comme ça dans lequel tu n'as pas de préparation physique. Il Ouais, faut mais pas tu vois, par oublier. exemple, Vas-y. pour juste rebondir un peu sur ça, je pense à un exemple. Ouais. Si tu regardes un peu l'histoire de la boxe, tu vois que avec l'arrivée, le développement du fitness, du golden age de bodybuilding et tout, il y a des boxeurs un peu plus tard, on va dire plutôt, on va dire, je pense, début des années 80 qui ont commencé à se mettre à avoir une prépa physique muscu, tu vois. Mais avant ça, tu as énormément du coup de grandes figures de la boxe euh, qui, je pense, ne seraient peut-être parfois supérieurs à pas mal de boxeurs aujourd'hui qui ne faisaient pas d'autre prépa physique que de courir, de la corde à sauter, du sac et tout ça. Tu vois, bon, si on prend Mohamed Ali, c'est assez facile, c'est le plus connu, tu vois, mais quand tu vas regarder même si tu remontes à plus loin, il y a Rocky Marciano, tu as le Sugar Ray Robinson, après tu as Sugar Ray Leonard, tu as les Four Kings, là, donc Duran, machin, tout ça. Moi, j'ai regardé plein de trucs sur leurs entraînements, tu les vois pas soulever le moindre poids, hein, la plupart du temps. Mm. Tu vois, ils font du poids de corps, un peu des trucs comme ça, mais enfin, ils boxent énormément. Ils sont plus proches des tailles, c'est-à-dire footing, sac, voilà, enfin, le spécifique, pas mal de spécifiques, à part le footing. Et pourtant, à l'époque, c'était des 15 rounds et pas des 12 rounds. Les mecs, ils terminaient souvent le 15e round quasiment comme le premier. Euh, Sur l'endurance, c'est pas étonnant parce que leur entraînement, c'était de la préparation physique spécifique sur l'endurance. Donc sur l'endurance, c'est pas étonnant. Maintenant, si on parle sur l'aspect puissance de frappe, vitesse de frappe, etc., je pense que tu prends un mec comme Canelo, physiquement prêt, tu mhm, mets l'équivalent de Canelo d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est compliqué pour lui. Parce que ouais. physiquement, c'est pas le même physique. Je vais te prendre un exemple simple. Tu prends un footeux moyen des années, même 98, quand on a gagné la Coupe du Monde. Tu Mhm, regardes un footeux moyen de cette époque, tu regardes un footeux moyen aujourd'hui, la différence de masse musculaire, la différence de vitesse de jeu, tu t'en rends pas compte parce que tout le monde joue plus vite. mhm, Mais la vitesse de jeu n'a rien à voir. Et, je crois qu'en NFL, la différence de poids, elle est de 20 ou 30 kilos pour les mêmes postes. Et aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est des études qui sont passionnantes. Il y a des études, par exemple, qui sont sorties sur les sprinters. Ils prennent 10 sprinters, 5 qui font le 100 mètres en 10-10, ok, 10 secondes et 10 centièmes, et 5 qui le font en 10-0-0, 10-10 et 10-0-0. Ils comparent les masses musculaires. Non seulement les sprinters qui font en 10-0-0, ils ont plus de muscles d'un point de vue global, c'est-à-dire ils sont plus lourds, ils sont plus musclés d'un point de vue global, et en plus de ça, si tu compares le muscle fessier qui est propulseur pour la course, mhm. ils ont systématiquement ceux qui courent plus vite. Il y a une corrélation de 0,9, enfin de 90% entre la taille du muscle fessier et la vitesse de course sur le 100 mètres. Donc, dans des sports où tu peux mesurer la performance, et c'est ce que je dis toujours, il faut comparer dans des sports où tu peux mesurer. Dans des sports où tu peux mesurer la performance, Mhm. l'évolution de la masse musculaire, elle a un effet direct sur la performance. Dans des sports mixtes, les sports de combat sont des sports mixtes, c'est-à-dire des sports mixtes endurance et neuromusculaire, des sports où la technique et la stratégie a presque autant d'importance que le physique et que le physique, c'est beaucoup plus difficile de mesurer. Mais la question qu'on doit se poser, c'est à athlète égal, par exemple Mohamed Ali, tu prends Mohamed Ali,
Tu le mets sur un vrai programme de renforcement de sa force maximale. Est-ce que le Mohamed Ali de l'époque, il aurait été plus performant avec une force maximale un petit peu plus élevée, avec un petit peu plus de travail de musculation, avec un petit peu plus de masse musculaire, ou est-ce qu'il aurait été performant de la même façon, ou est-ce qu'il aurait été moins performant? Moi, je pense que tu prends Mohamed Ali et tu rajoutes du muscle, tu enlèves un peu de gras, tu rajoutes du muscle. Les fans de Mohamed Ali vont me tuer Mmh. sur les Non, commentaires. mais Tu c'est pas le rajoutes du mec qui muscle. avait le meilleur physique, hein, de toute façon, Ali, hein. Voilà. Tu lui enlèves du gras, tu lui rajoutes du muscle et tu le rends du coup plus rapide, plus performant, etc. Je pense qu'il aurait été meilleur. Et je pense que quand tu vois les poids lourds au UFC d'aujourd'hui, les Cyril Gane, les Francis Ngannou, il y a une raison pour lesquelles ces poids lourds, ils dominent la catégorie et pour lesquels les mecs comme Stipe Miocic, malgré sa technique, malgré sa tactique, malgré son bagage de timing, etc., quand il va se retrouver face à un Ngannou ou Cyril Gane, on va voir ce que ça va donner, c'est compliqué pour Stipe. Alors que Stipe, il est déjà physique, tu vois, Mmh. mais on sent qu'il est dépassé par les nouveaux spécimens. Et ce que je dis Mmh. souvent aux gens, et après je laisse le micro là-dessus, mais c'est des trucs qui sont tellement passionnants qu'on peut en parler Mmh. pendant 20 ans. Je dis attention les gars, Francis et Cyril, c'est des phénomènes, c'est des spécimens pour le MMA. Parce que quand tu es grand et que tu es musclé, tu ne te diriges pas vers le MMA, tu te diriges vers le basket ou le football US. Mais les physiques et le niveau d'athlétisme, le niveau de développement athlétique d'un mec comme Cyril Gane, c'est banal en NBA. Mmh. Cyril Gane en basket, il jouait en Pro B. Tu vois, il jouait Ouais. pas en Pro A, il jouait pas en NBA. En Mmh. NBA, un physique comme ça, un niveau d'athlétisme comme ça, un déplacement comme ça, c'est banal. Je veux dire même, c'est plus que banal, c'est bidon. Mmh. Euh, les physiques comme ça, tu vois un basketteur, tu vois des photos de basketteurs, tapez, si vous voulez regarder, tapez des photos de basketteurs à côté de Francis Ngannou, vous tapez Francis Ngannou basketteur, vous allez voir, Francis, il paraît petit et maigre par rapport à des basketteurs. Il y a un basketteur camerounais, je ne me rappelle plus de son nom. Francis, il paraît petit à côté. C'est Ouais, le même tu le mets à basket, côté de Shaquille O'Neal et c'est ça. Le Shaquille basket, de par les revenus qui sont générés, attire des spécimens physiques génétiques, le basket et la NFL, qu'on ne retrouve pas pour l'instant en MMA. Si demain les bourses en MMA passent à des centaines de millions de dollars, la catégorie poids lourd n'aura plus rien à voir. Mmh. Les physiques, le niveau athlétique, le niveau de la masse musculaire, la force de frappe, n'aura plus rien à voir. Après moi, parce que mon contre-argument là-dessus, c'est que, par exemple, pour Ali, est-ce qu'il aurait été meilleur? Peut-être, mais le temps qu'il passe sur la prépa physique et le temps qu'il met à récupérer de ses séances de prépa physique, c'est toujours le temps en moins sur sa pratique de la boxe et ce qu'il a amené, je pense, à son niveau, c'est sa pratique de boxe, tu vois? Et on a aussi de nos jours le contre-exemple qui est Tyson Fury, tu vois. Donc, si tu mets Tyson Fury contre Ngannou dans un ring, en boxe anglaise, je serais plutôt du côté de Tyson Fury, même si le physique de Ngannou sera largement supérieur, tu vois. Parce que tu poses la mauvaise question. Moi, la question que je te pose, c'est si je te mets Tyson Fury, buveur de bière, versus Tyson Fury, avec qui j'ai Mm. passé 1 an à faire de la préparation physique, lequel des deux Tyson Fury va gagner le combat? Et au niveau de développement technique et tactique de Tyson Fury, quand il s'entraîne en boxe, de combien de pourcents il progresse en boxe, versus moi, si je le mets sur un programme de prépa physique, de combien de pourcents je vais le faire progresser en 6 mois ou 1 an? Moi, en 6 mois, 1 an, je le prends, j'explose son niveau athlétique parce qu'il part de bas. Mm. D'un point de vue masse musculaire, d'un point de vue force maximale, il part certainement de bas. Donc j'explose son niveau athlétique. Toi, tu le prends en boxe anglaise, bah, son niveau, il augmente de combien de pourcents en 1 an? 0,1%, 0,01%. Il a un tel niveau de boxe anglaise que son niveau, il augmente plus beaucoup. Par contre, son Mm. niveau physique, on peut le faire exploser. Maintenant, si Tyson Fury il avait le niveau, je vais prendre l'exemple inverse en fait. Tu as, le niveau physique de Francis Ngannou, effectivement, et c'est ce qu'il dit lui-même, peut-être que passer son temps à faire de la préparation physique, c'est pas la meilleure chose pour Francis Ngannou. Par contre, travailler Mm. sur le technico-tactique, développer sa lutte, développer ses combinaisons de boxe anglaise, son timing, sa distance, c'est un truc qui va le faire progresser énormément. Mm. Donc nous, en tant qu'entraîneur ou préparateur, et moi c'est pour ça que j'aime bien la vision de la performance d'un point de vue systémique un petit peu plus reculé et d'essayer de tout regarder. Moi, mon but quand je prends un athlète, c'est de dire, OK, aujourd'hui, pour toi, quel est ton facteur le plus limitant? C'est-à-dire que quel est le facteur sur lequel, quand je vais dépenser de l'énergie sur ce facteur, il va me rapporter le plus d'argent?
pour chaque minute dépensée sur ce facteur-là, je vais avoir le gain qui va être le plus élevé. Et ça, c'est mon but, c'est de trouver ce facteur-là. Hmm. Ok, ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Euh, Tu parlais de neurotraining un moment? Non, je disais neuromusculaire, mais on peut parler de Neuromusculaire, neurotraining si tu veux. et bah, justement, comme c'est un domaine ce qui est encore, je pense, peu connu en France, si tu peux nous parler un peu de ça. J'ai vu, je crois que donc, il me semble t'avoir vu en faire, mais j'en ai vu d'autres aussi qui travaillent sur le regard, sur, Hein. il y a plein de choses comme ça. Quel intérêt et qu'est-ce que ça produit comme résultat et pour qui ça peut être intéressant? Et qu'est-ce que c'est déjà? Alors, le neurotraining, c'est l'idée de dire je vais travailler sur le développement neural, donc sur le lien entre le cerveau et la connexion musculaire. Et donc, je vais mettre en place des exercices spécifiques qui vont développer ça. L'idée est bonne. L'utilisation, je trouve, pour ma part, est souvent pas en accord avec la réalité du mouvement. Je m'explique tout de Mhm. suite. Je m'explique tout de suite. Je vais prendre un exercice qu'on voit souvent sur ce type d'entraînement. Et moi, c'est toujours une question de proportion. C'est-à-dire que si en fin de séance, tu prends 5 minutes, moi, je considère qu'un bon programme de préparation physique, il doit être constitué à 80% des bases de la préparation physique. L'augmentation de la masse musculaire, de la force maximale, de l'endurance, etc. Ensuite, tu as 20%, ce sont tes épices. C'est-à-dire que tu sais, quand toi, tu cuisines un risotto, moi, je cuisine un risotto. On sait qu'il y a la façon classique de cuisiner un risotto. C'est-à-dire que si tu dis, moi, je mets des pâtes dans mon risotto, on va dire, Greg, t'abuses quand même. Là, c'est un risotto que tu fais, tu mets des pâtes. Tu dis, non, mais moi, mon risotto, c'est avec des pâtes. On va dire, bon, t'abuses. Non, on a la même base. Par contre, peut-être que toi, à la fin du risotto, tu mets plus de poivre ou tu mets du fromage de telle façon ou tu fais une cuisson. Et ça, c'est ton petit piment que tu rajoutes. Moi, Mhm. pour moi, les 20%, on en fait ce qu'on veut. Là où j'ai un souci, c'est quand, au lieu de représenter 20%, cette partie-là, les épices, la partie épicée de la préparation, elle représente 80%. Et là, je dis, OK, tu passes beaucoup de temps à faire quelque chose qui n'est pas très utile. Si tu mélanges les 20% et les 80%, ça me pose souci. Le problème que j'ai avec ça, je vais te parler d'un exercice simple qu'on voit beaucoup. J'ai une balle comme ça, je fais des allers-retours avec la balle, et toi, tu fais des esquives de tête comme ça. OK? Mhm. Si tu fais cet exo pour développer la mobilité du tronc, magnifique. OK? C'est un exo, tu développes la mobilité du tronc. On le fait, pour moi, c'est pas neuromusculaire, hein, c'est juste en fait musculaire. Tu es en train de Ouais. développer ta mobilité du tronc. Voilà. C'est magnifique. C'est ce qu'on faisait avant avec la corde. Tu passais en dessous la corde. Les boxeurs ont toujours fait ça. OK. Si tu me dis que quand tu fais cet exo, c'est pour travailler l'esquive que tu vas mettre en combat et le coup d'œil, j'ai un problème avec ça. Parce que ce que disent les études là-dessus, c'est que le coup de poing va trop vite, comme la balle en baseball, il va trop vite pour que tu le vois arriver et que tu prennes une décision. Donc, Mhm. un bon boxeur, il n'attend pas le coup de poing pour prendre une décision. Un bon boxeur, il a vu à l'inclinaison de la hanche, au regard, à l'inclinaison du truc, il a vu ça. Et ça, ces indices-là, tu ne les as que dans le combat, tu ne les as que dans le sparring. C'est pas cet indice-là, comme tu dis, t'as pas de génie de l'esquive qui dit ah ouais, non, moi je suis un génie de l'esquive parce que j'ai beaucoup travaillé avec la balle. Ça n'existe pas. Mhm. Les génies de l'esquive, tu leur dis comment tu as travaillé ce coup d'œil. Bah, j'ai travaillé ce coup d'œil avec les sparring que j'ai fait. Et quand tu fais du sparring souple et que tu en fais beaucoup, c'est ce que font les tailles depuis toujours. Ils font beaucoup de sparring souple où ils s'amusent. Et ben, ils peuvent du coup multiplier les sparring. Ils peuvent faire des heures de sparring parce que les sparring sont pas violents, ils sont souples. Et du coup, ils développent le coup d'œil. Donc, mon problème par rapport au neurotraining, de manière générale, c'est la prétention d'un transfert de capacité entre cet exercice de neurotraining et ce qui se passe en combat. Moi, je préfère la plupart du temps, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, il y a un côté ludique qui peut être intéressant, mais la plupart du temps, je préfère en salle de préparation physique augmenter le potentiel de mon athlète, augmenter le potentiel énergétique, de force, de puissance, d'endurance. J'augmente tout ce potentiel et de l'autre côté, pendant l'entraînement, j'utilise ce potentiel dans les conditions très spécifiques du combat. Et là, je peux mettre des thèmes qui simplifient ou qui complexifient la situation. C'est ce qu'on disait au tout début. C'est-à-dire que bah, le plus complexe, c'est un combat de MMA.
Et puis, je peux réduire cette complexité jusqu'à une situation de cage control dans lequel tu commences en single leg. J'isole cette situation parce que je veux travailler spécialement sur cette situation. Mmh. Mais j'ai développé les caractéristiques physiques d'un côté, je les transfère dans le très spécifique. Et l'exemple, j'avais une discussion avec Mike Israel, si tu connais, Ouais. voilà, que j'aime beaucoup, Le petit cube. le petit cube. Et l'exemple il dit qu'est-ce qui est le plus dur? Est-ce que c'est soulever 150 kilos au squat ou soulever 150 kilos au squat dehors, pieds nus, il pleut, et puis tu as des gens qui te crient dans les oreilles, et puis tu as des gens qui te jettent des petites cacahuètes dessus. Et Mmh. effectivement, c'est plus dur, mais c'est tellement dur que tu vas pas soulever 150 kilos parce que tu as plein de Mmh. conditions qui sont néfastes. Et du coup, au final, le système que tu voulais stresser et le système que tu voulais développer, bah, tu ne l'as pas développé parce que tu as mis d'autres facteurs limitants, qui sont le fait d'être dehors, le fait de glisser, le fait qu'il y ait de la pluie, le fait qu'il y ait du Mmh. bruit, etc., etc. Donc, l'idée, c'est d'isoler le facteur limitant pour le développer. Et une fois que je l'ai développé, le remettre dans un contexte spécifique pour l'adapter et le transférer au spécifique du combat. Alors, je voulais rebondir sur 2 choses. La première, c'est plus une anecdote qu'autre chose. Quand tu parlais des esquives et tout, ça me faisait penser à quelque chose que je racontais souvent aux gens. Par exemple, tu vois le combat de Mayweather contre Canelo, il y a une séquence où, je sais plus, il y a 8 ou 9 coups où Mayweather, il est collé à Canelo et que tout lui glisse dessus et qu'il n'arrive pas à le toucher une fois. Et tu dis, mais c'est fou, comment c'est possible et tout. Et effectivement, c'est pas parce qu'il voit tout arriver, mais c'est parce qu'il a une telle connaissance de la boxe et que du coup, il sait par rapport à la position du corps, c'est des probabilités, des statistiques, quoi. Il sait que il y a 90% de chances que le prochain coup ce soit ça, donc il l'anticipe. Puis le prochain coup c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Et donc c'est une telle connaissance de la mécanique et des probabilités de la boxe qui lui permet d'être tout le temps dans l'anticipation. Et c'est pas parce qu'il voit tout venir en fait, tu vois. Donc ça, c'était Exactement. une petite remarque pour venir compléter ce que tu avais dit. Et deuxième chose, c'était pour rebondir. Est-ce que ça veut dire pour toi, quand tu parles des épices et tout ça, par exemple, tu dois peut-être connaître Functional Patterns de Nodi Aguilar. Je sais pas si ça te parle. Peut-être que j'ai vu des vidéos de ce qu'il faisait, c'est possible. Alors, alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est bullshit et tout, mais je m'intéresse à pas mal de différents systèmes de functional training, donc qui vont sortir du cadre de justement le squat, le clean, le Mhm. machin, tout ça, qui font plus des exercices avec des câbles, beaucoup de mouvements de rotation, de stabilisation et tout ça. Est-ce que ce genre de travail-là, pour toi, c'est de l'épice ou est-ce que ça reste du travail fondamental? C'est-à-dire que quelqu'un, parce que je sais pas si tu vois qui c'est, Kyle Dake. Ouais, C'est, euh, exactement. Donc je vois très bien la vidéo, ouais. voilà. Donc, bah, lui, il s'entraîne dans le système de functional patterns. Donc, ils ont des slam balls, des medicine balls et beaucoup de machines à câbles et tout. Et a priori, lui ne fait plus tellement donc de squat, de choses comme ça et tout. Il y a tout un, on va dire, une mésentente sur ça. Il y a des gens qui vont te dire que tout ce qui est powerlifting et tout, ça a un impact négatif sur l'athlétisme, enfin les capacités athlétiques. D'autres qui vont dire non, que ça les renforce. Mais donc, toi, tu considères ce genre de système comme des épices ou comme une fondation? Pour moi, c'est clairement un épice. Et je vais revenir sur 2 points. Le premier point, tu as dit l'haltérophilie. Est-ce que ça renforce ses qualités? Est-ce que ça les Ouais. amenuise, etc. Anecdote, pure anecdote. À l'INSEP, ils faisaient des tests de sprint sur des distances qui étaient courtes, 50-60 mètres. Et donc, ils prenaient les cyclistes, ils prenaient les sprinteurs et ils prenaient les haltérophiles. Et ils disaient sur 50 mètres, on va voir qui va le plus vite. Si je te dis que sur 50 mètres, avec des techniques atroces de course, les haltérophiles battaient certains sprinteurs. Hmm. Juste de par l'énergie qu'ils sont capables de générer sur 30, 40, 50 mètres. Tu dépasses ça, la technique est trop importante. Mais ils sont Hmm. capables parce qu'ils dégagent une puissance de fou. Donc, premier point, est-ce que ça développe les capacités athlétiques? Je pense que ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Deuxième point, est-ce que je préfère affronter un mec qui a fait toute sa vie des rotations de câbles, etc. Je parle à entraînement égal, hein. Le mec, il fait de la lutte, il a le même niveau de lutte, etc. Et à côté de ça,
c'est 2 séances de préparation physique. Toute sa vie, il a fait functional training, donc il a fait de la rotation d'élastique, etc., du jeté de balle et des choses comme ça. Ou toute sa vie, il a développé ses capacités athlétiques avec des mouvements complexes, d'haltérophilie, de force athlétique, du travail de piste, d'explosivité, de la pliométrie, etc. Est-ce que je préfère affronter numéro 1 qui a passé du temps en salle ou numéro 2 qui a passé du temps avec des medicine balls, etc. Je te garantis que j'ai envie d'affronter le deuxième plutôt que le premier. Parce que le premier, j'ai peur de lui. Tu vois, le mec, il a tellement monté ses capacités athlétiques que j'ai peur de lui. Troisième chose, Après, juste, je te coupe quand même parce que le ouais. contre-exemple, justement, c'est quand même Kyle Dake Non, qui. justement, j'arrive dessus. Greg, Ouais, j'arrive mais bon. dessus. Ah, vas-y, vas-y, je te Si tu laisse m'attends, terminer. j'arrive dessus. Troisième chose, et encore une fois, j'aime bien revenir à ce qui se mesure. Dans quel sport, dans quel sport où on mesure les choses, dans quel sport où on mesure une distance, une vitesse, un temps, un saut en longueur, une épreuve d'haltérophilie, un lancer de marteau, un lancer de javelot, un sprint, dans quel sport où on mesure, même le crossfit, les gens font du functional training. Ces mouvements-là, on ne les voit pas dans des sports où tu mesures quelque chose. C'est-à-dire que tant que tu mesures pas, tant que c'est mixte, tant que c'est quelque chose comme le MMA, le foot, le rugby, pas trop, parce que la composante de force, elle est tellement élevée que t'as pas de rugbyman qui fait ça. Mais tant que tu mesures pas, tu peux pas mesurer un combat de lutte. Tu as ça. Dès que tu mesures une performance, ça n'existe pas. Et en athlétisme, tu regardes les entraînements, c'est très simple, c'est très basique, c'est très répété. J'arrive à Kyle Dake. Ce qu'on oublie avec Kyle, donc pour ceux qui ne savent pas, Kyle, c'est le meilleur lutteur américain dans sa catégorie. C'est un lutteur qui est exceptionnel, mais c'est un lutteur qui, comme tous les lutteurs américains, est passé par la filière lycée, enfin collège, comme on dirait en France, Mm. lycée, université. Collège, lycée, université, il a fait quoi, Kyle Dake? Pendant des années, il a fait du très basique, ce qu'ils font tous aux États-Unis. Il a développé son niveau de force maximale, il a développé sa masse musculaire, il a développé son niveau de puissance, il a fait des sauts, il a fait des sprints, il a peut-être même fait plusieurs sports parce que c'est ce qui se fait beaucoup aux États-Unis. Tu as des saisons où tu fais 2, 3 sports, tu es lutteur, mais tu es aussi sprinter, etc., où tu fais du football américain. Et donc, il a développé ses qualités physiques. Et on arrive à ce que je disais tout à l'heure. Il a développé ses qualités physiques de façon à être suffisamment fort pour lutter avec les meilleurs mondiaux. Maintenant, effectivement, à l'âge où il a et à son niveau de développement physique, est-ce que continuer à développer ses qualités physiques, c'est aussi utile que de faire d'autres mouvements, d'incorporer des rotations, d'incorporer des choses qui se transfèrent un peu plus? Est-ce que c'est aussi utile? Bah, peut-être moins, mais il ne faut pas oublier que aujourd'hui, il se permet de faire ça après avoir pendant des années développé des choses. C'est pas Kyle Dake, c'est pas un produit du fonctionnal, je sais pas comment elle s'appelle la formation. Functional patterns. Voilà, Kyle Dake, c'est pas un produit du functional pattern. C'est un mec qui a fait, c'est un produit de la préparation physique typique américaine et on sait que c'est très typique aux États-Unis. Qui, une fois qu'il avait développé ses qualités physiques, est passé au functional pattern. Et donc là, bah, combien de pourcents du niveau athlétique, physique de Kyle Dake est dû à son passé et combien de pourcents est dû au functional pattern? Et c'est là où je dis, c'est pas le functional pattern, c'est tout acheté et c'est tout nul. Mais Mm. pour moi, c'est un épice que tu rajoutes sur une fondation qui est solide. C'est comme le coup de pied, et après je te laisserai parler, Greg. C'est comme le coup de pied, euh, c'est comme le coup de pied retourné ou le kakato dans un truc. Super le kakato. Moi, j'ai pas de souci avec le kakato. Mais est-ce que tu as formé tout un style autour du kakato ou est-ce que tu as formé un style à partir de déplacement, d'anticipation de distance, de construction et dans ce style, tu rajoutes l'épice, c'est-à-dire toi tu as un coup de pied particulier, c'est le kakato et ça tu peux le placer à tel moment. Voilà Mhm. comment moi je conçois la chose sur la préparation physique et sur l'entraînement parce que pour moi c'est assez similaire. Dans les deux, tu as Mm. des bases solides et puis tu as des épices que tu rajoutes. Je sais pas, le back fist, pour moi c'est un épice. Le kakato, Mm. c'est un épice. Celui qui construit un style autour du back fist et du kakato, en termes de stats, j'ai du mal parce que le kakato, bon, il te permet peut-être de gagner quelques combats, mais il t'emmène Mm. pas au plus haut niveau à lui tout seul. Je vois.
Je vois, non, point de vue intéressant. Après, bon, ce que je voulais dire sur Kydex, c'est que lui, en tout cas, dit avoir senti une différence à partir du moment où il s'est entraîné en functional patterns. Et aussi, alors, il peut y avoir plein d'autres facteurs, donc c'est pas réellement mesurable au sens où tu l'entends, mais il n'arrivait pas à battre Jordan Burroughs, qui est le numéro un pendant très longtemps. Et bon, lui, il attribue une partie de son succès à son changement de style d'entraînement parce que ça l'a fait gagner en temps de réaction, et que même si c'est des microsecondes, que lui, ces microsecondes lui ont permis d'avoir un avantage qu'il n'arrivait pas à avoir avant. Après, vrai ou pas, comme tu dis, c'est pas quelque chose de mesurable. J'ai vu quand même quelques exemples, alors pas toujours de compétiteurs, mais en tout cas d'anciens compétiteurs qui mesuraient leur sprint, tout ça avec des méthodes comme ça et qui amélioraient, pas forcément avec Functional Patterns, il y en a plusieurs, il y en a plein que je regarde en ce moment, différentes et tout, mais j'en ai vu qui amélioraient quand même leur performance athlétique de manière mesurable avec des entraînements de ce type-là, quoi. Non, mais qui améliorait, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Tu peux améliorer. J'ai dit qu'il construit, c'est-à-dire que Mm. l'athlétisme, c'est un sport qui est mature. C'est un sport qui a tellement d'années que c'est très mature. Donc, tu regardes les techniques d'entraînement qui permettent d'arriver au haut niveau dans tout ce qui se mesure, elles sont relativement similaires. En athlétisme, tu n'as pas un mec qui arrive et qui dit je vais révolutionner. Pourquoi? Parce que s'il dit je vais révolutionner, on va dire ok, on va voir combien tu fais en termes de chrono. Et le mec, il Mm. fait pas, donc ils n'existent pas. Ces mecs-là n'existent pas en athlétisme. Par contre, là où je te rejoins, je suppose que tu connais JB Morin, spécialiste mondial de la vitesse et du profil Mhm. force-vitesse. Et JB Morin, il disait quelque chose de super intéressant. Il disait quand tu prends des rugbyman, et ça marche aussi sur certains sprinteurs, quand tu prends des rugbyman ou certains sprinteurs qui ont développé leur force depuis des années et des années et qui ont une force maximale qui est très élevée, bah, ces mecs-là, en fait, si tu veux augmenter leur vitesse, il faut les faire travailler sur une vitesse supramaximale. Et donc, le poids de corps qu'ils ont est déjà trop lourd pour leur faire travailler la vitesse. Et donc, par exemple, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise des chariots. Donc, il te met sur un chariot, tu es sur le chariot, tu te mets allongé comme ça, tu es à l'horizontale, tu te mets contre le mur et tu pousses le chariot le plus vite possible. Et en fait, tu Mm. fais comme une presse, mais moins lourde que ton propre poids. Mm. Et donc, quand tu prends des mecs qui sont déjà très très forts, mais qui sont déjà très très forts, et que tu les rends plus rapides avec du développement de la vitesse, avec du travail de survitesse, de la vitesse supramaximale, effectivement, tu les rends plus rapides. Mais moi, pour avoir fait, j'étais au Krebs Île-de-France. Donc, on avait des jeunes athlètes. Et effectivement, j'ai fait face, entre guillemets, du coup, à tout ça. Ce que tu me dis, le functional training, j'avais une année, j'avais un partenaire préparateur physique qui a fait pendant 6 mois, 6-7 mois, il a fait beaucoup de functional training aux gars. Donc, par exemple, il les faisait monter sur des Swiss balls, et puis au début, ils n'y arrivaient pas, puis après, ils montaient avec les genoux, puis après, ils montaient debout, puis après, ils tenaient debout, etc. Et moi, pendant ce temps-là, on travaillait la force maximale, le développement de la masse musculaire. Et j'essayais de voir ensuite en combien de temps, nous, une fois qu'on avait développé la masse musculaire, on arrivait à rejoindre son résultat en Swiss ball. Mais Mm. c'était effarant. Mais c'était choquant. C'est-à-dire que ce qu'il avait passé des mois à faire avec le Swiss ball, nous, en 2 séances, on le faisait. Et lui, par contre, pour rattraper le travail qu'on avait fait pendant des mois sur la force maximale, il ne pouvait pas le rattraper. Tu ne rattrapes pas ce travail-là en 2 séances. Et Mm. quand on a fait les profils force-vitesse, on a fait pour tous les volleyeurs que j'avais. Donc, j'avais les féminines et les masculines. Et les masculins, pardon. Déjà, ce que tu voyais simplement, tu augmentes la force maximale, tu augmentes la hauteur de saut. Et la corrélation, elle est linéaire, quoi. Tu augmentes la Mm. force maximale, tu augmentes la hauteur de saut. Et après, les entraîneurs m'ont dit, on aimerait bien que tu fasses des profils force-vitesse. Donc, on a fait des profils force-vitesse. Ce qu'on a eu comme résultat, sur l'ensemble, donc je pense qu'on a testé 30 personnes. Sur 30 personnes, on a eu une fille sur lequel son profil force-vitesse indiquait que pour elle, il fallait qu'on travaille un petit peu plus la vitesse que la force. Mm. Mais globalement, sur 99% de la population, quand tu augmentes la force, tu augmentes les résultats. Quand tu augmentes la masse musculaire, et donc le rapport poids-puissance, tu augmentes la puissance. Et puis, plus tard, quand tu as atteint un niveau de force qui est suffisant, effectivement, tu peux aller sur des exercices plus de développement propre de la puissance ou des exercices, comme tu dis, de rotation. Et peut-être que Caltech, si pendant longtemps il a fait des exercices bilatéraux, du squat, avec des vitesses assez lentes, et d'un seul coup il s'est mis à travailler avec des vitesses plus rapides, avec des exercices de rotation et du lancer, des exercices balistiques qu'il n'avait pas fait,
Et ben peut-être qu'effectivement, quand il a fait ça, il a gagné soudainement. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'un bon programme, ils auraient mis 80% du développement athlétique dont je te parle, du sprint, du saut en longueur et en hauteur, de la force athlétique, de l'haltéro et du développement de l'endurance générale et spécifique. Ils auraient mis 80% de ça et 20% du temps, ils auraient mis du balistique, du lancer, du functional pattern, des trucs plus précis, plus spécifiques à son sport. Et là, on aurait eu un développement plutôt homogène sur l'ensemble de la pratique. Moi, en tout cas, c'est ce que j'essaye de tendre vers ça. Donc, tu as 20% d'épices, 80% de trucs. Encore une fois, ce qui me gêne, c'est quand on a 80%, 20%. Ouais, parce que tu vois, je sais qu'alors l'argument beaucoup, moi j'ai pas les stats donc je peux pas savoir si c'est vrai ou pas, mais ce qu'ils mettent beaucoup en avant, c'est que il y a une augmentation ou beaucoup de cas, on va dire, de blessures sans contact. Ils appellent non-contact injuries en anglais, du coup. Donc, de blessures qui ne devraient pas avoir lieu. Tu vois, un sprinter qui fait son sprint et qui se claque l'ischio, plein de choses comme ça. Donc, où c'est bien sûr, ils excluent tous les trucs où il y a un contact. Football Mmh. US, tu te fais rentrer dedans, tu te blesses. Bon, bah, le genou a sauté. Ça, voilà, c'est le contact qui est la raison. Mais des blessures comme ça, sans contact, eux, ils attribuent ça beaucoup à l'entraînement, on va dire, d'haltéro, de choses comme ça. Et autre argument Mais que je comment voulais mettre, comment euh, ils attribuent ça à l'haltéro? ils attribuent ça qu'en fait, pour eux, ça crée des schémas moteurs qui ne sont pas ceux qu'on réplique ensuite dans son activité, qu'on est beaucoup sur les talons, qu'il n'y a pas justement tout le travail de rotation, voilà, en fait, c'est toujours sur le plan sagittal et c'est pour ça, ça me fait à amener sur mon deuxième point. C'est un peu l'exemple que tu donnais de Israël avec tu soulèves ton squat dans des bonnes conditions et ton squat sur une surface mouillée. Est-ce que réellement d'améliorer la force de son squat, euh, est-ce que ce serait pas justement un peu la même chose au moment où tu vas te retrouver dans ton double leg et que tu dois soulever le mec, t'es pas du tout dans les mêmes conditions, le poids de la personne n'est pas du tout équilibré de la même manière, donc il y a plein de choses que plein de muscles que tu vas devoir utiliser qui vont être différents, la position de tes appuis peut pas être la même, il va y avoir de la rotation, il va y avoir un changement de direction, et donc l'argument contre les méthodes un peu traditionnelles, je dis pas que c'est pas bien, mais je me fais l'avocat du diable, Mmh. c'est bah, tu parlais des rotations, très peu de travail de rotation, tout sur le même plan et finalement assez éloigné du contexte de la pratique que c'est censé améliorer. C'est le but. Parce que la pratique, à un moment, elle limite ta progression sur ces facteurs-là. Sur le développement de la force maximale, par exemple, elle limite ta progression. Donc, tu dois isoler ce facteur pour développer la force maximale, développer la masse musculaire. Et ensuite, la pratique, parce que le squat n'est jamais isolé du takedown. C'est-à-dire que tu fais squat 2 fois par semaine, mais 3, 4, 5, 6 fois par semaine, tu fais lutte. Donc, en squat, quand tu fais ton squat, tu développes ta coordination inter- et intramusculaire. Tu développes la coordination entre les différents muscles pour produire de la force. Tu contractes un maximum d'unités motrices. Tu fais en sorte de devenir plus fort. Et ensuite, quand tu arrives dans la pratique, c'est là que tu travailles le changement de direction. C'est comme la révision d'un contrôle. Quand tu révises ton contrôle, tu le révises dans les meilleures conditions. Tu te mets pas un stress de ouf, tu te mets pas la télé, tu fais la meilleure condition de révision du contrôle. Et puis ensuite, quand tu arrives à l'examen, effectivement, parfois c'est un peu plus dur, c'est pas exactement la même question, mais comme tu as augmenté ton potentiel de connaissance, bah, c'est plus facile le jour de l'examen. Ça, c'est le premier point. Je voulais juste revenir sur les stats parce que tu m'as dit, j'ai pas les stats dessus. Il y a un moment, il faut être capable d'opposer la théorie, ce que quelqu'un pense, et la pratique de ce qu'on voit, ce qu'on observe sur le terrain. Tu peux te dire, oh, effectivement, de faire des mouvements comme ça peut provoquer des blessures. Si tu regardes les revues de littérature, tu te rends compte que la pratique du renforcement musculaire d'un point de vue général, sans même spécifier, ouais, toi tu fais de la force max, toi tu utilises le squat, la pratique du renforcement musculaire d'un point de vue général qui est pratiquée, elle diminue le risque de blessure, elle n'augmente pas, elle diminue le risque de blessure. Et de beaucoup, c'est une des meilleures façons de diminuer le risque des blessures. Ensuite, si tu regardes vraiment qu'est-ce qui cause les blessures, et ça je suis sûr que tu as déjà regardé, tu as déjà eu la curiosité d'aller regarder, quand tu regardes, la charge de travail, c'est le facteur numéro un de création des blessures. Charge de travail, c'est finalement
quelle est la capacité de résistance de mon tissu, je sais pas, de mon ischio, de mon tendon du biceps, quelle est la capacité de résistance et à quel point je l'ai chargé cette semaine. Effectivement, si t'as une, si t'es pas sur le même niveau entre ce que tu charges, tes articulations, tes tendons, tes ligaments, tes muscles, et ce que ton corps est capable d'accepter, tu as une blessure. Mais c'est pas un mouvement mal effectué qui provoque une blessure. C'est Mmh. un ensemble de répétitions de mouvements qui vont saturer un tissu et un endroit où il n'est pas prêt à ça. Et le but, effectivement, d'une préparation physique qui est bien construite, et c'est pour ça que moi, par exemple, je prêche pour une amplitude maximale sur l'exécution des mouvements, parce que je veux pas justement un demi-squat, un quart de squat, je veux un truc où effectivement on va dans la totalité de l'amplitude parce que quand tu fais de la lutte, bah, tu peux te retrouver avec les genoux tout en bas et je veux que tu sois Ouais. prêt à ça. Donc je travaille toujours dans l'amplitude maximale du mouvement, de la possibilité articulaire de faire le mouvement, parce que je veux préparer l'athlète dans la totalité du mouvement. Et effectivement, après, en combat, bah, en entraînement, on le travaille encore plus. Mais Mmh. la, la prévention des blessures, on en fait un grand mot. Et pareil, ça, moi, j'ai fait des formations à l'INSEP dessus. Mais finalement, ce que tu tires de ces formations, c'est quoi? C'est relativement simple, hein. La prévention des blessures, c'est la superstar de la prévention, c'est le sommeil. C'est la Mmh. superstar de la prévention que personne ne veut jamais écouter. Personne ne veut dormir plus, alors que c'est gratuit et c'est quasiment l'effet sur la performance, c'est quasiment comparable à la prise de stéroïdes anabolisants. Donc le sommeil, Mmh. c'est hallucinant. Donc c'est le sommeil. Deux, c'est la nutrition en qualité et en quantité. Parce que quand tu es en déficit calorique, que tu es en train de perdre du poids, bah, c'est là qu'arrivent les blessures, forcément. Si tu as moins d'énergie que tu en consommes, bah, tu as de grandes chances de te blesser, surtout si ça dure. Donc c'est deux, l'alimentation. Et puis après, c'est trois, la charge de travail. Quelle est la quantité de travail que tu mets, que tu infliges à ton athlète? Et si tu lui infliges une quantité de travail qui est supérieure à cette capacité d'adaptation, effectivement, tu cours à la blessure. Et c'est ce qu'on a beaucoup avec les gens comme toi, comme moi, ou les anciens athlètes de haut niveau qui reprennent. Moi, j'ai enchaîné des blessures cette année parce qu'à chaque fois que je reprends après une blessure, je crois que je suis le Nico d'il y a 2, Mmh. 3, 4 ans qui s'entraînait très fréquemment. Et donc, je reprends à ce niveau d'intensité, de sparring, de dépenses énergétiques. Et ça marche bien pendant une semaine et deux ou deux. Et puis ensuite, je me rends compte que les articulations, les ligaments, les tendons, les muscles ne récupèrent pas de la même façon. Et Ouais. donc, je me reblesse à nouveau. Et donc, tu es dans un cycle infernal où tu te blesses, tu reviens, tu te blesses, tu reviens. Et en fait, tu progresses jamais. Eh oui, parce qu'au mental, on a l'habitude d'une certaine charge de travail, donc le mental, quelque part, est prêt à maintenir et à reprendre cette charge de travail, mais le corps n'y est pas, quoi. Sur le sommeil, juste petit complément, mais la durée, mais aussi la qualité vraiment du Ouais. sommeil, Mmh. ça fait vraiment toute la différence. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel les gens, ils veulent pas du tout. Enfin, ils acceptent pas à quel point ça peut avoir un impact positif comme négatif. Tu vois, bah toi, t'as un enfant, deux enfants, je sais pas. J'ai 3 enfants. Trois enfants, ouais, bon, bah donc, tu as vu les effets, ce que ça pouvait avoir, des mauvaises nuits et Mmh. tout, Mmh. que ce soit sur le plan cognitif ou physique et surtout sur la durée. Voilà, même si tu peux avoir la chance d'avoir un enfant qui dort bien et tout, c'est jamais parfait et ça change quand même pas mal ta Mmh. vie, quand tu deviens parent. Mais ouais, la qualité et tout du sommeil, il y a plein tellement de mécanismes qui se mettent en place, pendant la nuit, qui peuvent ne pas se mettre en place si, bah, tu arrives pas à respecter certaines phases du sommeil et tout. Donc ça pourra faire, l'objet d'un autre podcast parce que je t'avais dit, j'ai un rendez-vous dans pas très longtemps, Yes. et je t'avais dit aussi que maintenant j'aimais bien des fois faire plusieurs épisodes plutôt que de faire, un méga podcast de 3 heures. Donc, là, je sais que sur les sujets qu'on n'a pas abordés, que j'aurais bien aimé qu'on aborde, c'était, ton approche sur tout ce qui était mobilité, Mmh. souplesse, stretching, ton avis là-dessus. Ouais. La nutrition, tu en as parlé. Et puis, il y aura peut-être encore d'autres choses. Donc, si ça te dit, moi, je me note ça dans un coin et puis on se fait un deuxième épisode pour parler de ça. Avec grand plaisir, Greg. Eh ben, écoute, top. C'était vraiment hyper intéressant parce que du coup, j'ai essayé de challenger certaines idées et tu as eu des bonnes réponses à chaque fois. Donc, je vais dire que Smart Fight est bien smart. Le nom est bien trouvé. Donc, non, c'était cool. C'était vraiment intéressant. J'espère que les gens ils auront trouvé ça aussi intéressant, mais j'en doute pas. Et puis bah, voilà, si tu veux ajouter quelque chose.
pour la fin, tu me dis? Smartfight.fr, si les gens veulent Ouais. me trouver sur, YouTube, sur Insta, Sur oui, TikTok, j'ai vu que tu avais beaucoup, beaucoup de monde sur sur TikTok, dis donc. TikTok, j'ai pas mal de monde, j'ai explosé sur TikTok, ouais. Ouais. C'est ouf ça. Ouais, c'est dingue. De toute façon, les réseaux sociaux sont assez dingues. C'est que tu sais pas ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, et ce qui marche sur Insta fonctionne pas sur TikTok, inversement. Ouais, Et j'ai une vidéo notamment qui a été virale sur TikTok, qui a fait 150 millions de vues. ouais. Euh, C'est ouf, ouais, parce que moi j'en ai une qui a fait 1,2 million, j'étais déjà là: «Putain, 1,2 million, c'est ouais, ouf» ouais. et j'ai vu ton TikTok, j'ai fait: «What?» Ouais, 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 ouais. Et ça a été totalement du hasard, quoi. J'ai créé un compte parce que j'ai un pote qui m'avait dit, ouais, TikTok, ça marche bien, Ouais, tester. Et puis j'ai mis une vidéo. Et puis en fait, je calcule pas le truc. Et puis je regarde genre 2 semaines plus tard et je vois 7 millions de vues. Je dis, ouais. ouais, c'est quoi ce truc? Je dis, c'est normal ça, les gars? Et j'étais au Crêpes encore. Et donc tous les jeunes, ils avaient TikTok. Je dis, les gars, 7 millions de vues sur TikTok, c'est beaucoup ou... Il me dit 7 millions de vues. Et donc ça m'a incité, bah, comme on disait tout à l'heure, quoi, à reposter quelques vidéos et puis ça a bien marché, quoi. Et bah, écoute, allez voir, son TikTok, tous ses réseaux et puis, je te dis à très vite pour un deuxième épisode. Allez, à très vite, Greg.